Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission qui s'appelle donc Allô Mélenchon et dont l'idée est que vous puissiez poser vos questions Oui, à mais Mélenchon, Jean-Luc c'est pas Mélenchon. toi, Antoine. En effet, c'est vrai. Ah, d'accord. Bonsoir Jean-Luc. Bonsoir, Antoine. On va co-animer cette émission avec Clémence. Vous allez pouvoir tout au long de la soirée poser vos questions, donc via le chat de Twitch, via Twitter sur le hashtag Allô Mélenchon. Et c'est la grande nouveauté de cette émission sur le Twitter Space, donc vous pourrez parler à Jean-Luc Mélenchon en direct et lui poser directement vos questions. Je co-anime donc cette émission avec Clémence Guettet, la responsable du programme. Bonsoir Clémence. Bonsoir Antoine. Bonsoir Clémence. Bonsoir Jean-Luc. Antoine Léaumont, qu'on ne présente plus sur Twitch, mais quand même, qui coordonne la communication numérique de la campagne. Et donc, la raison principale de cette émission d'un genre nouveau, où vous allez pouvoir poser vos questions toute la soirée, c'est la sortie très prochaine de notre livre-programme. C'est la semaine prochaine, le 18 novembre. J'en profite pour vous dire que vous pouvez le précommander sur mélenchon2022.fr pour l'avoir dès le 18 ou le demander à vos librairies. Et donc, on a travaillé assez fort pour écrire ce programme. Ça fait plus d'1 an avec des groupes de travail sur différents thèmes, avec des allers-retours avec nos parlementaires qui eux aussi ont beaucoup bossé sur leur sujet depuis 4 ans maintenant à l'Assemblée nationale. Ce qu'on prévoit, c'est une diffusion très forte dès le début. Donc, je vous le dis pour les insoumises qui nous regardent, le 19, c'est dans les facs. Et les 20-21, avec vos groupes d'action, vous pouvez aller partout, faire un petit point de... Approche-toi du micro, parce qu'il y en a qui protestent, qui n'entendent pas bien. Ah, vous m'entendez ? Il faudrait que Clémence se rapproche de son micro. Voilà ce qui est dit. Et donc, 20-21 novembre, diffusion partout sur le pays, des petits points de vente. Et si vous avez quelques programmes à diffuser, pouvoir l'expliquer aux gens en même temps. Ce programme, il coûte 3 €. Jean-Luc, je vais te laisser la parole peut-être pour que tu nous dises dès le début de cette émission comment on l'a construit, comment on l'a pensé. Voilà, l'esprit politique dans lequel tu es en amenant ce programme dès maintenant. Et puis, pour rappel, donc vous pouvez nous poser toutes vos questions avec le hashtag Allô Mélenchon dans le chat et sur le Twitter Space où on ira un peu plus tard. Donc Jean-Luc, sur ce programme. Alors, bon, c'est un programme qui a une histoire qui est somme toute assez longue. Lorsque on a repris le flambeau, on va dire en général, de l'insoumission, lorsqu'on a fait le premier programme de cette nature, ça s'appelait L'Humain d'abord, et c'était en coalition avec le Parti communiste français. Et on a fait à l'époque très vite, parce qu'on ne pouvait pas faire autrement, en rassemblant tout ce qu'on avait en commun, tout ce qui apparaissait que les deux formations avaient travaillé. Et on y a ajouté un certain nombre de choses, et en ajoutant ce certain nombre de choses, on a découvert une méthode de travail. Et on s'est aperçu, pour ceux qui d'entre nous avaient déjà eu un engagement politique auparavant, à quel point les partis traditionnels s'étaient séparés des intellectuels, des forces sociales, qui avaient la capacité d'expertise et de proposition. Et cette leçon, elle n'a pas été perdue parce qu'après 2012, quand on a créé le mouvement insoumis, on a repris cette méthode. Donc on a pris le texte de l'époque, L'Humain d'abord, on l'a mis en débat avec des associations, des personnalités, des syndicats. Ça a duré, mais duré, parce qu'il ne suffisait pas d'avoir les bonnes idées. D'abord, il fallait vérifier qu'elles étaient bonnes. Et puis, deuxièmement, il fallait vérifier que tout ça s'emboîtait et faisait une cohérence. Donc, le premier programme, à ce moment-là, à la fin, quand il est prêt, il est cohérent. Mais il ne faut pas se le cacher, il reste quand même des béances, comme on dit nous, c'est-à-dire un endroit où, on se dit, ma foi, quand on sera élu, on bricolera le pont entre deux idées. Et puis, quand on a commencé à s'avancer vers la nouvelle candidature pour l'année 2022, à l'époque, on ne savait pas qui serait notre candidat, on s'est donc remis au travail d'abord sur le programme. Et là, il y a beaucoup de paramètres qui entrent en ligne de compte, mais les gens comptent beaucoup, notamment Clémence Guettet, que vous venez d'entendre à l'instant, et Adrien Toussel, qui sont les deux coordinateurs. Clémence avait l'avantage d'avoir déjà fait ce travail en 2016. Et entre-temps, elle a été la secrétaire générale du groupe Les Insoumis à l'Assemblée nationale. Donc le personnage clé, c'est Clémence, parce qu'elle a suivi à la fois la fabrication du premier programme, deuxièmement, sa mise en œuvre à l'Assemblée nationale, parce que son job, c'était de vérifier à chaque étape qu'on était bien dans les clous du programme, ce qui a permis de maintenir l'unité et la cohésion du groupe des parlementaires insoumis, parce que la référence ultime, c'était le programme. Et quand ce n'était pas dans le programme, on discutait jusqu'à ce qu'on soit tous d'accord.
pas une partie contre l'autre, tous d'accord. Voilà comment on a bossé. Et donc, au moment où on se remet en mouvement, on ne sait pas ni qui va être candidat, ni dans quel contexte on va être, mais on sait que le programme, il doit être à nouveau mis à jour. Donc on a commencé pendant le confinement, on a fait un toilettage du texte, c'est-à-dire qu'on a enlevé du texte de 2016 tout ce qui était daté, tout ce qui était dépassé, ou tout ce qui avait changé. Par exemple, dans le texte de 2016, on proposait l'abrogation de la loi El Khomri. Bon, entre-temps, il y a eu le changement du Code du travail par M. Macron, qui a encore aggravé ce qu'il y avait dans la loi El Khomri, tout en le reprenant. Donc bref, vous comprenez à cet exemple qu'il y avait du nettoyage à faire pour tous les chiffres qu'on pouvait actualiser et pour toutes les idées qui étaient trop datées. Et puis, on a commencé à ajouter tout ce que l'expérience du groupe parlementaire à l'Assemblée nationale et de notre groupe au Parlement européen avait amené comme idées nouvelles ou comme obligation de penser des choses nouvelles, parce que quand on est à l'Assemblée, on ne peut pas se contenter de formules générales. Par des amendements, on doit préciser ce qu'on veut, parce que, évidemment, dans le dialogue entre majorité et opposition, vous imaginez que ça crépite. On ne peut pas se permettre de faire dans l'à peu près, sinon on se fait aligner aussitôt. Et nous, on tenait beaucoup à notre réputation de sérieux et à notre crédibilité. Donc, on a eu un premier nettoyage de fait de cette manière. Une fois qu'il a été fait, on a mis le texte en ligne. Il y a déjà des gens qui ont suivi tous ces épisodes. Tout le monde n'a pas suivi, hein, loin de là. Et puis, on a eu déjà quelques centaines, 3 milliers, je crois, de contributions qui sont arrivées à ce moment-là. On a réécrit, on a remis tout ça d'aplomb. Et puis, on a eu une version qui était prête pour le moment où j'ai annoncé que j'étais prêt à être candidat si j'étais parrainé par 150 000 personnes. Avant, il y a eu des discussions entre nous pour savoir si oui ou non il fallait que je sois candidat ou quelqu'un d'autre. Bon, bref, tout ça a été réglé. Mais moi, je ne voulais pas qu'on arrive comme ça, les mains dans les poches, comme on en voit plein là depuis quelques temps, qui n'ont pas de programme, qui n'ont rien prévu, qui diront on verra après, on en parlera, bon, blabla. C'est pas sérieux. Surtout que nous, on a le sentiment que tout va tellement mal et tout est en train de tellement mal tourner qu'il y a intérêt à avoir une grande cohérence programmatique pour pouvoir, le premier jour, commencer à se mettre au travail et faire finalement assez vite pour quelques mesures qui sont importantes. Alors, une fois que ce document a été sur la table, rebelote, on a recommencé à consulter, auditionner, fait des émissions et ainsi de suite. Et Clémence et Adrien ont coordonné ce qui sortait de là. Et puis à mesure, puisque c'était moi le candidat, que les copains arrivaient à des formules sur lesquelles tout le monde était d'accord, tout ça revenait jusqu'à moi, et moi je donnais mon avis. La plupart du temps, c'est avis conforme, c'est-à-dire que ça correspond à ce que je crois, à ce que j'ai vu, ce qui était déjà présent la fois d'avant, les choses que j'ai compris entre-temps, puis de temps à autre, il y a des arbitrages à rendre. Et lorsque c'est un arbitrage un peu délicat sur un sujet qui n'est pas... où on ne peut pas se dire, bah, tiens, ils me font confiance, je raconte ce que je veux, on commence l'interminable tournée des popotes pour demander aux uns, aux autres, à ceux qui ont écrit des chapitres du programme, aux parlementaires, aux amis, ce qu'ils pensent du sujet pour que je puisse à la fin quand même prendre une décision si il apparaît qu'il y a encore des points qui frictionnent. En général, c'était assez largement amorti. Donc je vous raconte tout ça, c'est un peu saoulant pour que vous sachiez que ce n'est pas un document où on a réuni 15 experts et 3 publicitaires pour faire un programme, hein. Donc c'est vraiment quelque chose qui a été mûrement préparé. Surtout, ce sur quoi je veux insister, c'est que c'est un produit de la société. C'est-à-dire que tout ce qui est là-dedans, c'est des choses qui viennent des syndicats, des associations, de l'expertise de terrain. Ça va me permettre de vous dire une chose qui va peut-être vous surprendre et peut-être même vous choquer, et qui est la chose suivante. Je suis persuadé que personne dans l'ancien espace de la gauche traditionnelle et de sa périphérie, personne ne proposera une idée nouvelle qui ne soit pas déjà dans l'avenir en commun. Pour la raison que, comme toutes ces organisations ont souvent pas travaillé sur les aspects programmatiques, ce qu'elles font maintenant, c'est qu'elles courent à droite et à gauche et elles sortent des idées qu'elles croient merveilleusement avoir découvertes. Je vous donnerai un exemple, c'est le fameux droit de vote à 16 ans. Et alors, il y a eu, nous, on était très contents, hein, pendant une journée et demie, les médias ont dit « Madame Hidalgo propose le droit de vote à 16 ans ». Oui, d'accord, mais enfin, c'est dans notre programme depuis 2016. Quel avantage ça nous rapporte? C'est là qu'il faut que les gens qui m'écoutent comprennent ce qu'est une approche non sectaire et inclusive. Le problème, c'est pas de venir réclamer des droits d'auteur. C'est que plus il y a de gens qui disent la même chose, plus ça élargit le terrain sur lequel on peut construire et ça formate, une conscience collective.
Parce que si les gens sont convaincus, par exemple, sur le droit de vote à 16 ans, on a avancé quand même beaucoup. Les premières fois qu'on a dit ça, j'aime vous dire qu'il y en avait qui faisaient une drôle de gueule. Et puis ceux qui disent maintenant le droit de vote à 16 ans, je vois bien qu'ils n'y ont pas réfléchi. Parce qu'il ne suffit pas de dire le droit de vote à 16 ans, il faut expliquer pourquoi. Primo, déjà c'est un premier point, mais surtout un deuxième point. Dans notre document, le vote est obligatoire. On ne sait pas si les autres veulent faire le vote obligatoire. Pour nous, le vote est obligatoire, mais les bulletins blancs comptent et les jeunes de 16 ans décident, pour eux, le vote n'est pas obligatoire. C'est-à-dire c'est eux qui décident si oui ou non ils sont motivés pour aller voter. C'est eux qui décident. Parce que c'est vrai qu'à 16 ans, il y a des jeunes gens qui ne sont pas motivés pour la politique, qui n'y sont pas encore entrés, et vous ne pouvez pas leur tordre le bras dans le dos pour les obliger à prendre une décision, parce que ce ne serait pas sérieux. Donc c'est pour vous dire que les mesures, moi ce qui m'importe, c'est que d'autres les répètent, même s'ils n'ont pas bien tout compris, on se charge, nous, du mode d'emploi. Et c'est comme ça, vrai pour beaucoup des idées qui sont contenues dans le programme. Je ne vais pas toutes les reprendre maintenant. Je vous ai raconté l'histoire de ce programme. Je pense que c'est notre bien le plus précieux. Quoi qu'il arrive, c'est sur la base de ce programme que se construiront encore les idées suivantes, qu'on peut aller un peu plus loin dans certains domaines, qu'on peut compléter dans d'autres. Et vous verrez que, à la fin, ce programme, c'est surtout et d'abord une manière de voir le monde. Ce n'est pas une addition de mesures. Et moi, quand je vois des gens se contenter d'arriver les mains dans les poches en sifflotant et qu'ils ont trouvé une ou deux mesures avec leur publicitaire, ça me fait rigoler parce que c'est pas sérieux. On ne gouverne pas un pays à coup de petites mesures. On gouverne un pays parce qu'on a une idée de ce qu'on compte faire et vers quoi on compte amener le pays. Pardon si j'ai déjà été trop long. Non, pas du tout. Alors, attends, moi j'ai... Juste pour dire avant, pour préciser, donc on va prendre des questions du Space Twitter. Pour que vous signaliez que vous avez envie de prendre la parole, il faut que vous utilisiez le petit outil qui vous permet de lever la main. Comme ça, moi, je saurai que vous voulez poser une question à Jean-Luc Mélenchon et on pourra les prendre ensuite à l'oral. Donc faites-le bien sur le Space Twitter et levez la main si vous souhaitez prendre la parole. Mais on va d'abord, je pense, prendre du coup des questions du chat Twitch. Oui, il y a beaucoup de questions. Alors, évidemment, on ne pourra pas répondre à tout pendant cette soirée. Mais... Et moi, j'en vois passer plein, là. Oui, il y en a plein. Mais tu nous as fait une transition parfaite, Jean-Luc, sur les jeunes, parce qu'il y a beaucoup de questions sur l'avenir de la jeunesse, la précarité des étudiants et des jeunes, l'éducation nationale. Donc, dans le programme, on a toute une partie qui s'appelle « Construire l'autonomie des jeunes », c'est page 102. Et je te lis quelques questions, Jean-Luc, pour que tu vois un peu la tonalité. Il y a Mister Oli70 qui demande « Bonjour Monsieur Mélenchon, que pensez-vous de l'éducation nationale pour les BTS notamment et les licences ? Qu'est-ce qu'on peut retenir du fiasco de Blanquer, de Parcoursup ?» Il y a Tourius qui demande de manière plus générale qu'est-ce qu'on pourrait faire pour les étudiants. Il y a Lénie Raboteau qui nous parle de la souffrance et de la fatigue des élèves et étudiants, avec le fait qu'en France, on est un pays où il y a beaucoup d'heures de cours, plus du travail personnel à la maison. Et donc, qu'est-ce que tu proposes pour changer l'école de manière assez globale ? Et il y a beaucoup de questions de ce genre sur l'avenir de la jeunesse dans notre pays et ta vision pour les jeunes. Bon, alors là, c'est un vrai tunnel, la question sur l'école dans son ensemble, parce que ça inclut toutes sortes de domaines. Ce qu'on appelle l'école, ça va depuis l'école primaire jusqu'à la faculté, les centres de recherche où une partie du personnel sont déjà en cours d'études. C'est un peu un système français qui est assez sympa. Et puis, combien d'autres choses de cette nature. Donc, je suis obligé, si vous voulez en savoir plus sur un sujet, vous m'interrogez, mais moi, je vais essayer de vous dire comment je vois l'affaire dans son ensemble. D'abord, je n'oublie jamais que l'école ne s'appartient pas. Elle appartient à la nation. Et le rôle de ceux qui font tourner l'école, c'est de servir, d'obéir à la nation qui lui donne des objectifs. Et ces objectifs, pour nous, Français, ils sont vitaux. Parce que nous n'avons comme réserve que la matière grise. Nous n'avons pas de matière première, rien d'autre. Voilà. Notre richesse, c'est le niveau de culture et d'éducation de notre peuple. Donc plus le niveau est élevé, plus on est en bonne position. Plus il est bas, et plus on est en mauvaise position. La population éduquée, ça a pour nous un sens. C'est-à-dire une population qui atteint tel ou tel niveau de qualification. Par exemple, on a voulu qu'il y ait 80% d'une classe d'âge au bac. Alors je sais qu'il y a des gens qui râlent que le bac vaut plus rien. Enfin bon, moi je connais ça parce que compte tenu de mon âge, je fréquente beaucoup de gens, par la force des choses, qui sont là toujours à dire qu'avant c'était mieux et ainsi de suite. C'est pas vrai. Moi quand j'étais à l'école, à 14 ans, la moitié de la classe foutait le camp en apprentissage.
et la classe dépeuplée d'un coup. Hein. Je ne vois pas en quoi c'était mieux. Et les bacheliers, il y en avait à peine 10 ou 20% de la population scolaire totale. Alors, c'est pas vrai que le niveau du bac se soit abaissé. Ce n'est pas vrai que le niveau de culture générale des jeunes gens se soit abaissé. Tout ça est faux. Alors, il y a bien sûr des difficultés particulières qui apparaissent dans certains compartiments. Mais c'est lié à plein de facteurs. Par exemple, tout le monde pleure sur la mauvaise orthographe des jeunes Français. Bon, bah, ok, d'accord, on a compris, il y a un problème avec l'orthographe. Donc, il faudrait qu'on reprenne nos méthodes pédagogiques pour voir comment on peut faire mieux. Et puis qu'on essaye d'expliquer pourquoi on a un problème avec l'orthographe, et puis qu'on arrête de dire que parce que quelqu'un écrit en faisant des fautes, c'est un imbécile ou une idiote qui ne sait pas penser. Enfin, tout ça n'a pas de sens. Jamais on a autant écrit que maintenant. Les gens disent, oui, l'écrit recule au profit des images, mais pas du tout. C'est ceux qui n'ont jamais vu une messagerie fonctionner, ni qui ne savent pas regarder comme en ce moment, là, ça défile par centaines, par milliers là, de questions qui arrivent. Donc, il faut arrêter les pleurnicheries. C'était mieux avant et les jeunes sont des imbéciles parce que ça ne nous mène nulle part avec un raisonnement pareil. Alors moi je vois comment je veux pousser tout ce système aux deux endroits qui me semblent clés. Je commence par le plus élevé. Je crois à la recherche fondamentale. La recherche fondamentale, c'est le bout du bout de l'esprit. C'est, vous savez, si on fait une circonférence et que vous dites sur la circonférence, c'est ce qu'il y a dans la circonférence, il y a un point, c'est ce que je sais. Et quand vous regardez la circonférence, ben, ça vous donne l'étendue de ce que vous ne savez pas. Bon, alors si vous savez peu de choses, vous avez l'impression de ne pas manquer grand-chose. Mais si vous savez beaucoup de choses, apercevez que vraiment, vous ne savez pas grand-chose. Donc c'est ce rapport de la science, de celui qui réfléchit, de celle qui produit des idées à l'inconnu, qui est la pointe avancée de l'esprit humain. Ça a toujours été comme ça. Alors pourquoi il se passe ci, pourquoi il se passe ça, on trouve des réponses. Hein. C'est Jupiter qui a lancé la foudre, bon, et ainsi de suite. Et donc la recherche fondamentale, c'est celle qui va, je le dis de manière provocante, des fois les gens ne savent pas vraiment ce qu'ils cherchent, et d'autres fois, ils ne savent pas ce qu'ils ont trouvé. C'est comme ça. L'esprit humain est poétique, c'est-à-dire créateur. Il est à la limite de ce qu'il sait, il assemble, il désassemble, et c'est cette capacité d'invention qui nous lance dans le futur. Il y a une très belle image qui m'a été suggérée, que j'ai honteusement volée, à un de mes amis, qui est un scientifique et un syndicaliste, et qui m'a dit « on n'a pas trouvé l'électricité en essayant d'améliorer la bougie ». Cette formule veut dire la chose suivante, c'est que tout n'est pas dans la recherche pratique, c'est-à-dire améliorer les choses, tirer profit d'un savoir. Il y a cette exploration de l'inouï, de l'inconnu absolu. Donc ça, c'est à un bout. Ça, il faut le développer. Il faut rendre à la recherche fondamentale publique l'argent public, c'est-à-dire les 7 milliards qui ont été donnés aux entreprises pour soi-disant faire de la recherche. Et on s'aperçoit que ceux qui ont le plus utilisé ce crédit, c'est les banques, on se demande ce qu'elles cherchent, à part où se trouvent nos poches, et puis la grande distribution. Franchement, il y a mieux à faire. Ça fait déjà 7 milliards, c'est une partie de la somme dont on a besoin. Ensuite, il faut arrêter de maltraiter le personnel, que ce soit dans la recherche comme dans le reste de l'éducation nationale. Vous comprenez, la honte, c'est d'embaucher quelqu'un au Centre national de la recherche scientifique à 1 400 €. Je trouve ça honteux. Quand un capitaine de police, qui est fort utile, lui, il commence à 2 700 €. C'est pas normal un pays où un scientifique qui saute dans le vide de l'inconnu est payé 1 400 €. Ce n'est pas normal. De même, il faut stabiliser leur situation sociale. Quand on arrive à ce niveau plus, on a son âge, quoi. D'accord ? On est entre 20 et 30 ans. Et plutôt proche de 24 à 30. Donc c'est le moment où on commence à construire sérieusement les assises de sa vie personnelle. Donc il faut arrêter de faire sauter les gens à la corde dans l'angoisse du lendemain, de la paye et de tout ça. Donc moi je prends un engagement à l'égard de tous les personnels contractuels de l'éducation nationale. Si nous gagnons l'élection, nous titularisons tout le monde. Il y a 800 000 personnes à titulariser. Pourquoi ? C'est ces profs qui en juin doivent savoir qu'en septembre, ils retrouveront une salle de classe. C'est tous ces gens qui ont besoin d'être stabilisés dans leur vie pour pouvoir vivre heureux, un peu stable, un peu avec de la visibilité. Ce n'est pas rien parce que ça va déterminer ensuite leur comportement dans leur activité professionnelle. J'ai voulu commencer par un aspect scientifique. Enfin, quand je dis scientifique, vous avez tous compris, je ne vous parle pas seulement de la physique dure, de la chimie ou de l'espace et du temps. Hein. Je parle aussi et surtout en même temps des sciences humaines. Parce que dans une société qui est aussi malade que celle qu'on a, c'est quand même un drame de voir que les sciences humaines sont considérées comme un divertissement. Ça n'est pas possible. Ensuite, maintenant, je viens sur l'os dur.
c'est-à-dire les gens qui apprennent. Hein. Alors là, il y a deux directions que je veux pousser. Plus on a de jeunes gens qui vont à l'université, mieux on se porte, parce qu'ils apprennent. Mais encore faut-il qu'à l'université, ils y fassent quelque chose qui soit profitable pour eux et pour la société. Je rappelle, pour eux et pour la société. Pourquoi ? Parce que tout le monde est en dette à l'égard de la société, il ne faut pas l'oublier. C'est elle qui paye la scolarité, c'est elle qui paye les profs, c'est elle qui paye les bâtiments. Et puis, il y a le devoir que nous avons à l'égard de nos semblables dans la vie. Chacun de celui ou de celle qui apprend un bon métier se rend utile à tous les autres. Voilà. Chacun de ceux et celles qui vont accumuler des connaissances qui vont leur permettre ensuite d'exercer correctement un métier se rendent utile à tous les autres. Alors, comment faire pour que cesse la situation actuelle ? Quelle est-elle ? C'est une quantité considérable de jeunes gens qui font des études en ayant faim, en ayant froid, en n'ayant pas d'endroit où se loger. C'est une quantité considérable de jeunes gens qui n'ont absolument aucune idée de ce qu'ils vont devenir après et parfois se demandent à quoi ils sont en train au juste de dépenser leur vie. Donc mon idée, c'est que tout le monde, dès lors qu'on n'est pas dépendant de ses parents, parce que vous avez des parents qui ont des sous et qui vont financer leurs jeunes. Bon, bah, c'est bien, hein. Mais il y a ceux qui n'ont pas des parents qui ont des sous et qui sont financés par personne d'autre que par eux-mêmes. À cela, je propose que tout le monde ait un revenu. Ce revenu, il doit être égal à 1 063 €. Je parle de l'université. Donc déjà, vous avez une bonne raison de travailler à l'école jusqu'au bac, c'est que si vous arrivez au bac et que vous inscrivez à l'université, eh ben, vous aurez un premier revenu. Voilà. Et ce revenu, il nous intéresse économiquement. Pourquoi ? Parce que quelqu'un qui gagne 1 063 €, je vais vous faire une révélation, il dépense tout aussi sec. Donc tout l'argent qu'on lui donne, ça part tout dans des achats, dans des consommations populaires. On ne va pas discuter de ce qu'il faut consommer ou pas, mais ça part, donc ça fait tourner la machine économique. C'est une subvention à l'économie qui transite par des gens que ça rend heureux. C'est ça la nouveauté. Au lieu de donner de l'argent aux entreprises comme ça, sans rien leur demander en échange, on la donne à des gens qui le dépensent en achetant et en consommant. Alors, en achetant, ça veut dire louer son appartement, ça veut dire peut-être se payer soi-même sa carte de transport, enfin, toutes ces choses. Ça, c'est pour l'université. C'est très important parce que ça permet de détendre l'atmosphère. Et puis, je propose que cette mesure soit étendue dans le secondaire à certains élèves. Je vais dire lesquels. Ceux de l'enseignement professionnel. L'enseignement professionnel, comme la plupart des gens de la caste et de l'élite socio-professionnelle, il n'y a pas ces gosses, ils oublient que ça existe. Et quand on leur demande combien il y a de jeunes gens qui sont dans l'enseignement technique, en apprentissage ou dans l'enseignement professionnel, on a des réponses qui sont sympas. Hein. Les gens essayent d'être sympas. Oh là là, au moins 10%, au moins 20%. Eh ben non, les gens, c'est 50%. La moitié de la jeunesse scolarisée dans le secondaire et dans l'enseignement technique, professionnel ou technologique, professionnel ou apprentissage. C'est donc la moitié de la jeunesse. Elle mérite qu'on s'intéresse à elle et qu'on regarde ce qu'elle fait. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Blanquer et tous les autres, leur rêve, c'est plus d'enseignement professionnel public. Si vous voulez avoir un diplôme, vous le payez. Donc, vous allez dans des boîtes qui vous forment, qui sont privées, et avant, vous passez par l'apprentissage. L'apprentissage, coucou, risette. Et on dit à tout le monde, regardez, c'est bien. Bah oui, parce que souvent, les jeunes gens qui viennent des milieux populaires, quand ils vont en apprentissage, c'est 460 €, bah, ça met du beurre dans les épinards, comme on dit. Hein. Donc, on n'y va, pas parce qu'on a une folle envie d'être apprenti, mais parce qu'on croit à deux choses, que les 400 € là, en question, bah, ils sont bienvenus. Et puis, deuxièmement, on se dit, bah, une fois que j'aurai été pris en apprentissage, peut-être qu'après, ils vont me donner le boulot. Ça, c'est ce que je vous dis là, c'est les mots avec lesquels on dit ces choses-là. Évidemment, ce n'est pas vrai. Et quand on regarde dans le détail, la catastrophe est complète. Vous avez dans, par exemple, la restauration, 50% des apprentis qui fichent le camp avant la fin de la période d'apprentissage. D'une manière générale, 25% des contrats sont rompus au bout de 3 mois. Donc, et alors après, ils s'appellent PDV, perdus de vue. On ne sait plus où ils sont, bon débarras, on ne les voit plus, au revoir. Tout le monde se frotte les mains, on les a oubliés. Mais c'est un désastre. Pourquoi ? Parce que le pays a besoin de ce genre de cadre intermédiaire. On a besoin de bacheliers professionnels parce que c'est des experts. Regardez autour de vous, où que vous alliez. Là, on est dans un studio. Il n'y a rien dans ce studio qui marche sans quelqu'un qui a au moins le niveau bac pro. Rien. Hein, depuis le chauffage et la lumière, tout. Donc, tout dépend de ces cadres intermédiaires. Quand je suis allé en Guyane et que je discutais avec des enseignants qui sont sur le fleuve Maroni, il n'y a pas de route, alors donc on passe par le fleuve. Et par exemple, ils ont des clims. Alors une clim, je ne sais pas si vous savez, mais il y a beaucoup de composants électroniques.
Donc quand la clim tombe en rade, bah, tout le monde regarde la clim, on donne un coup de pied dedans pour voir si par hasard elle n'a pas envie de redémarrer. Et puis si elle ne redémarre pas, bah, personne n'y peut rien, parce que personne ne sait quoi faire. Donc on fout la clim au fleuve, et puis on remet une commande, on voudrait une clim parce que l'autre est cassée, on raconte une histoire. Donc les cadres intermédiaires de l'économie, les bacheliers professionnels sont indispensables. Blanquer a détruit l'enseignement professionnel. Sarkozy avait fermé plein de lycées, c'était déjà Blanquer qui s'occupait de ça en tant que fonctionnaire. Et quand il est devenu ministre, il a terminé le boulot à la hache. Et donc il a commencé par réduire le bac professionnel de 4 ans à 3 ans. Avec une année que seul un type qui n'a jamais vu une entreprise de sa vie ou une tâche concrète de sa vie peut imaginer. Par exemple, la première année, c'est une année d'observation. J'ai dit, Vindiou, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir observer? Observation des métiers du bâtiment. Le gars, il n'est pas au courant, construire un mur ou peindre dessus, c'est pas du tout les mêmes métiers. Hein. Ça n'a rien à voir, le premier et le second œuvre. C'est pour vous dire le genre d'ignorants qui se sont mis à la tâche pour essayer de faire fonctionner un truc différemment en faisant des économies. Donc, tous ces jeunes gens, du moment où ils sont inscrits, auront eux aussi l'indemnisation, la prime, l'allocation d'autonomie que les étudiants auront, c'est-à-dire 1063 €. Qu'est-ce que ça va changer dans leur vie? Premièrement, ils vont avoir des revenus et pouvoir étudier. Parce que je connais des sections de l'enseignement professionnel où 100% des jeunes travaillent le soir et le week-end pour se financer. Ensuite, comme en général, ceux qui arrivent dans l'enseignement professionnel ont 1 an de plus que la moyenne à même niveau dans l'enseignement général où on est moins regardant. Bon, dans l'enseignement professionnel, ça rigole pas. Hein. On apprend et puis ça marche ou ça marche pas. C'est pas à peu près. Non, ça marche pas. À peu près. Alors, ils ont en général 1 an de plus. Et donc, il arrive que beaucoup d'entre eux soient pères ou mères de famille. Et donc, ils ont besoin de ça pour pouvoir se nourrir eux-mêmes. Bon. Et cet enseignement sera privilégié par moi, si j'ose dire, parce que ce sera le premier par lequel on commencera le développement des internats. Des internats, c'est-à-dire en fait du logement étudiant, parce qu'internat ça pourrait faire peur, hein, du logement étudiant qui sera joint au lycée professionnel de manière à ce qu'on puisse aller à 1 ou 2 endroits dans le pays, enfin qu'on puisse s'éloigner de son lieu d'habitation. Et surtout, pour moi, j'ai une autre idée, c'est qu'on puisse faire tourner les gens. C'est-à-dire que, par exemple, dans une scolarité d'1 an, eh ben, tu peux aller 2 mois dans une autre province, dans une autre région, parce qu'il y a tel ou tel type de forme de production qui se rapporte à ton métier que tu ne verras pas dans ton coin. Donc pour moi, c'est ça les 2 leviers. Ce qu'il y a de la locomotive, c'est la recherche fondamentale dans les sciences humaines et dans les sciences dites dures, et puis l'enseignement professionnel comme le volant d'entraînement et la prise de conscience pour toute la population du fait que nous dépendons du travail humain, de son intelligence et de sa qualification. Je termine sur ce sujet où, évidemment, j'essaye d'être aussi complet que possible, en vous disant que, évidemment, pour le reste, dans tous ces enseignements, les contenus seront, eux aussi, regardés de nouveau. Les programmes, ce qu'il y a dedans, bon. Et puis, pour les petits, c'est vraiment un aspect qui est essentiel. La question du dédoublement des classes est fondamentale. Nous avons besoin de beaucoup de monde pour s'occuper des petits, des moyens, des grands, et en particulier de tous ceux de nos jeunes qui souffrent d'un handicap, léger ou profond, et qui doivent pouvoir être scolarisés avec les autres en ayant un accompagnement scolaire digne de ce nom. Je redis à ceux qui nous écoutent, ne croyez pas qu'une telle dépense soit autre chose que du bénéfice pour la nation. La dépense d'enseignement, c'est de l'investissement. Et dites-vous bien, en tout cas si vous ne le dites pas, moi je vous le dis, j'ai vu trop de pays, y compris des pays où c'était mes amis qui gouvernaient, où on décidait toutes sortes de choses grandioses, et ensuite au moment de les faire, il n'y avait personne pour les faire. Parce que tout travail humain aujourd'hui est une science pratique. Tout travail humain inclut des niveaux de compréhension de plus en plus élevés sur la nature des produits qu'on manipule, comme on le fait. Il n'y a pas de saut métier et il n'y a personne qui est inutile. Ok, c'est clair. On a actuellement qui nous suivent, on a près de 3000 personnes sur Twitch et plus de 1000 personnes sur le Space Twitter, donc on est près de... Alors le Space Twitter, c'est tous ceux qui sont sur Twitter. Exactement, et qui normalement peuvent prendre la parole. Alors je pense que les gens n'ont pas forcément... Essaye ça pour qu'on voit comment justement, ça marche. On va essayer. J'ai une demande de prise de parole de Mélangen. Alors Mélangen, je vais te demander de bien activer ton micro et je donne une règle, c'est que vous posez des questions qui sont relatives au programme. Si jamais quelqu'un troll, il sera assez rapidement dégagé de la conversation. Donc Mélangen, je te donne la parole. Il faudrait que tu actives ton micro. C'est parti. Et pourquoi tu tutoies les gens Je sais pas. Je l'ai fait par principe, mais c'est vrai.
Alors, faut dire ajouté vous. comme intervenant. C'est bon, Mélangen, il faut que tu actives ton micro et tu peux poser une question. Oui, bonsoir, tu m'entends? Oui, je t'entends. Bonsoir. Oui, bonsoir Alors, tu- Jean-Luc, bonsoir tout le monde, toutes et tous. Moi, je voudrais aborder le problème de la chasse. Est-ce que la chasse sera au programme de l'Union populaire, vu les quantités de problèmes que ça génère, en termes de pollution, en termes d'armement, en termes de trafic, en termes de maltraitance animale? Voilà, bon, c'est un tout. J'aimerais savoir ce que Jean-Luc en pense. Merci. Merci beaucoup à toi. Alors, Jean-Luc. Je peux répondre rapidement. Déjà, il faut savoir qu'il y a eu des propositions déjà déposées par le groupe insoumis à l'Assemblée nationale et que la paternité de l'idée de Bastien Lachaud, qui a déposé sa proposition, je crois, il y a plus d'1 an, pour interdire la chasse le dimanche. C'est ça. Bon, alors c'est un arbitrage, hein, on est dans des conflits d'usage avant de penser à l'idée des animaux qu'on abat. Il y a déjà un conflit d'usage. Il y a les conflits d'usage pour l'eau et il y en a aussi pour le domaine qui concerne la chasse. Il faut comprendre que on ne peut pas, on n'arrive pas à marier la présence de promeneurs et de chasseurs en même temps au même endroit. Donc il y a un arbitrage à rendre pour ce qui concerne le dimanche et les jours fériés. Alors forcément, dans un conflit d'usage, quand on prend une décision, il y a toujours quelqu'un qui n'est pas content et ça se comprend. Mais moi, je pense que la position de Bastien Lachaud est raisonnable. Elle vient du secteur associatif, hein, autant le dire. Et puis depuis, j'ai vu que Europe Écologie Les Verts a repris cette idée. Donc maintenant, ça commence à se propager. Et tant mieux que on a affaire à un conflit d'usage. Si vous voulez, ce qu'on essaye de faire, c'est de dépassionner le débat. Parce qu'au niveau où on en est des fois, on se demande de quoi on parle, quoi. Les gens se sauteraient à la gorge sur cette histoire. Parce que la chasse a une longue histoire en France. Pardon de vous infliger ça, mais on ne peut pas comprendre les tensions actuelles si on n'intègre pas la profondeur de l'histoire. La chasse, le droit de chasse a été acquis contre le privilège qu'en avaient les nobles et les seigneurs, qui étaient les seuls à avoir le droit de chasser. Et qui plus est, quand ils chassaient, ils piétinaient tout ce qu'il y avait entre leurs chevaux et le gibier qui coursait, donc les paysans les haïssaient. Et une des premières choses qui a été faite, ça a été d'interdire la chasse sur les lieux qui sont cultivés et de partager le droit de chasse. Cependant, aujourd'hui, il y a du temps qui a passé et il y a des choses qu'on peut dire. Moi, je préfère les dire, les dire franchement, même si ça ne me fait pas que des amis, mais je préfère le dire. Je trouve que certaines formes de chasse dites traditionnelles, non, elles sont cruelles et, à mon avis, inutiles. La chasse à la glu, par exemple, franchement... moi, j'attends qu'on vienne m'expliquer pourquoi c'est sportif et qu'est-ce que ça a de sportif et qu'est-ce que ça a d'intéressant pour la protection de la biodiversité. Alors, ce qui se produit souvent, c'est qu'on mélange tout, parce que quand vous dites que vous êtes contre la chasse, on vous ramène les sangliers. Mais moi, je suis en train de vous parler, personne n'a jamais chassé les sangliers à la glu, d'accord? Donc, si on parle de la chasse à la glu, on n'est pas en train de parler des sangliers. Si on parle des sangliers, on ne parle pas de la chasse à la glu. Bon, alors, les sangliers, c'est vrai que comme ils se développent, souvent, c'est les préfectures qui demandent aux chasseurs d'aller abattre les sangliers qu'il y a en rab. Et je vois pas très bien ce qu'on peut dire contre ça. Peut-être qu'il y a des idées. N'hésitez pas à les dire. Moi, je suis pas un chasseur et je suis pas connaisseur. Je peux dire seulement ce que je crois juste par rapport à des conflits d'usage et à des conflits aussi moraux, parce qu'il faut bien admettre qu'aujourd'hui, nombreux sont ceux qui sont très mal avec cette histoire de chasse, parce qu'ils considèrent qu'abattre des animaux dans des conditions qui parfois... franchement, on se demande quel est l'intérêt d'élever des faisans pour ensuite les lâcher et leur tirer dessus, quoi. Bon, on pourrait faire autre chose. Tant qu'à faire ça, autant lancer des assiettes en plastique ou en argile. Voilà, moi je suis de bonne volonté quand je me pose toutes ces questions. Je vois le conflit d'usage, j'ai envie de le régler. Je vois les formes de chasse qui sont assez profondément inacceptables et je vois pas pourquoi, pour faire plaisir à quelques-uns, j'irais dire que je trouve ça sympathique, normal. Non, je suis pas d'accord. Vous savez, les coutumes, parce que maintenant on dit les coutumes, la tradition. Ben c'est bon, il n'y a pas que la coutume et la tradition dans la vie. Franchement, toutes les traditions sont pas bonnes à continuer, parce que je pourrais vous en citer un paquet que vous trouveriez pas sympa. La tradition qui veut que la femme soit soumise à l'homme, par exemple, je connais plus beaucoup de monde qui trouve ça normal, à part M. Zemmour qui voudrait le rétablir. Mais sinon, les gens normaux, il y a longtemps qu'ils ont compris que les femmes et les hommes sont égaux en capacité d'intelligence, qu'ils sont semblables et qu'ils ont donc des droits égaux. Bon, vous n'allez pas me dire, vive la tradition et la coutume. Et je pourrais vous en citer comme ça. Il faut arrêter de faire des gargarismes avec tout ce qui était avant, c'est bien, et tout ce qui vient maintenant, c'est tout moche. C'est pas vrai.
C'est pas vrai, on vit une époque qui, heureusement, nous donne des possibilités formidables de vivre autrement. Alors voilà, pour la chasse, le point de ma réflexion. Il y a un point qui manque dans ce que je suis en train de dire, c'est la puissance des armes à feu. Hein. Alors là, c'est un copain chasseur qui m'a pris la tête, si j'ose dire, avec ça, et qui m'a dit, mais t'es à côté, tu comprends pas, le vrai problème, c'est pas ce qu'on chasse, c'est avec quoi on chasse. Bon, très bien. Alors j'ai écouté. Et il m'a expliqué que les armements qui étaient vendus pour la chasse aujourd'hui sont beaucoup trop puissants par rapport aux raisons qu'on a d'utiliser un fusil de chasse. Bon. Alors, moi, je crois qu'il faut entendre aussi cette leçon, et il faut arrêter de vendre des armes qui sont beaucoup trop puissantes pour ce qu'on a, ce dont on a besoin, parce que, évidemment, quand vous mettez des armes aussi puissantes, il ne faut pas vous étonner après qu'il y ait des dégâts. Enfin, je reste pour un strict, très strict, strict contrôle des ventes d'armes. Parce qu'il circule trop d'armes dans ce pays. Alors évidemment, ce n'est pas les mêmes, hein, ce n'est pas des fusils de chasse qui fonctionnent, mais je vais mieux vous dire que dans certains cas, si c'est des fusils de chasse qui circulent, il y a, on dit, entre 5 et 6 millions d'armes qui circulent, dont 11 millions d'armes qui circulent dans notre pays, et qui participent de tous les trafics de toutes sortes et qui sont accolés à toutes les violences des trafiquants et des réseaux mafieux et autres, que ce soit pour les réseaux de la drogue ou que ce soit pour les réseaux de traite des êtres humains et pour tous les trafics d'une manière générale. Donc, si je suis élu, je vous garantis que la chasse aux armes qui circulent sera entreprise d'une manière extrêmement méthodique, allant jusque dans certains endroits où on estime que c'est nécessaire, à un ratissage complet des sols et des sous-sols pour y trouver tout ce qui peut éventuellement s'y trouver. Mais surtout, c'est les stocks qui sont le fait de mafieux qu'il faut déjouer dans le pays. Mais là, j'admets que je ne suis plus tout à fait sur le terrain de la chasse, je suis passé à celui des armes. Merci Jean-Luc. Qui est la même chose. Et c'était Melgen qui avait posé la question sur le Twitter. Abolition alors. Dans peu de temps, abolition, avec une assemblée constituante, puisque c'est la grande majorité des Français qui souhaitent vraiment récupérer la nature, les forêts, ne plus se prendre un coup de chevrotine dans la véranda ou dans la voiture, voilà. Donc, mais alors, ce que je peux dire, c'est ça. C'est comme au début. Non, mais attendez, j'entends votre... Vous n'êtes pas la première personne qui pose cette question, et c'est pas une question qui est ou stupide ou qu'on va balayer d'un revers de main par électoralisme. Plein de gens, en effet, disent, écoutez, quel est le sens de tout ça ? On ne comprend pas et on est pour l'abolition. Et puis d'autres qui disent, non mais ça va pas, c'est notre seul loisir, nous on aime ça, mon père a toujours fait comme ça, ma mère aussi, mon arrière-grand-mère, mon arrière-grand-père, enfin, vous connaissez la musique de la tradition. On ne peut pas non plus dire à ces gens, écoutez, nous on s'en fout, ce que vous pensez ne nous intéresse pas. Alors, bon, s'il vous plaît, moi, je ne suis pas d'accord pour qu'on demande à Sa Majesté Jean-Luc Mélenchon s'il va abolir la chasse ou pas. Vous allez avoir une occasion de le décider vous-même, puisque dès le début du mandat, nous allons convoquer une assemblée constituante. Et cette assemblée constituante va établir des droits. Et c'est ces droits qui vont constituer le nouveau peuple français, puisqu'il se le reconnaît les uns aux autres. J'imagine que dès le début, je connais mon pays, et je connais sa jeune génération, et je connais tous ceux qui ont pris conscience de la situation, je sais que beaucoup vont poser la question des droits de la nature et des droits des animaux, qui est une question de fond, qui est la question du 21e siècle. On ne peut plus dire on s'en fiche, la biodiversité, c'est une réserve inépuisable, on tire dans le tas, de toute façon, ça finira par se reconstituer, parce que ce n'est pas vrai. Donc vous aurez à cette occasion le débat, et les députés constituants trancheront entre la simple logique d'arbitrage des conflits d'usage que je viens de développer devant vous d'une manière que j'espère assez raisonnable, et puis une décision aussi forte que l'abolition. Parce que quand on abolit, c'est-à-dire qu'on interdit absolument quelque chose, c'est pas une petite décision. On a intérêt à la prendre dans des conditions qui fassent que la loi soit respectée. Voilà, mais ça, vous saurez le faire mieux que moi, parce que moi, je vous rappelle que j'installe l'Assemblée constituante. Vous mettez au point une constitution, on le présente par référendum au peuple français. Si le peuple français adopte, la nouvelle constitution s'applique, et moi, je m'en vais. C'est très clair. Merci Jean-Luc. Si tu veux bien, on va passer à un paquet de questions sur la question du nucléaire, de l'énergie en général, parce qu'il y en a beaucoup, des questions là-dessus. Alors, par exemple, il y a Stanislas 1792. C'est des questions dans le chat. 1792, c'est une bonne année. Ouais. C'est la victoire de Valmy et la proclamation de la première République française. Donc, Stanislas nous dit, certains disent que si on essaye de sortir du nucléaire,
on finira forcément comme l'Allemagne qui fonctionne au charbon. Qu'avez-vous à leur répondre merci? Donc même si c'est pas tout à fait exact, parce qu'on m'a soufflé dans l'oreillette qu'il y avait maintenant plus de renouvelables que de charbon en Allemagne, mais la question qui est posée porte sur le nucléaire. Il y a aussi Dédé Isamu qui pose la même question, Datsu qui pose une question aussi sur le nucléaire. Et donc, la tonalité générale, c'est pourquoi c'est un point central dans notre politique énergétique. Alors, déjà, on va commencer par faire une remarque. Je ne mets pas en cause la personne qui a posé la question, mais vous vous rendez compte que l'habileté, moi, je les trouve formidables, nos adversaires, parce qu'évidemment, ils trouvent un angle d'attaque, et puis cet angle finit par paraître naturel. Alors, en combien de temps vous allez sortir non, c'est pas possible. Ou vous voulez faire... Vous ne le dites pas. Ce matin, c'était un régal à RTL, monsieur Langlais, qui me dit, mais il y a ce que vous ne dites pas. Et alors, il commence à sortir qu'il va falloir faire de la sobriété, naninana, ce qui est vrai. Hein. Mais moi, j'étais obligé de lui dire, attendez, avant qu'on discute de savoir de tout ça, commençons par le début. Pourquoi est-ce que je veux arrêter le nucléaire? Je dois avoir une raison. C'est pas une manie, je m'en fous, moi. Ça, il m'a rien fait, le nucléaire, personnellement. Bon, mais je sais une chose, c'est que je veux arrêter le nucléaire parce que c'est dangereux. C'est très dangereux. Alors on dit oui, mais c'est pas si dangereux que ça, mais peut-être bien, mais même si c'était qu'1%, quand c'est 1%, c'est une catastrophe à 100%. Et j'estime qu'après 3 Mile Island, on pouvait dire, ah bon, on n'a qu'à plus embaucher de gars qui ont du bide dans les centrales nucléaires. Parce que le premier accident, c'est parce que le gars ne voyait pas les boutons. Il avait un gros bide. Bon, d'accord, ok. On peut dire, bon, on va en prendre des qui n'ont pas un gros bide. Et puis après, on est arrivé à Tchernobyl. Là, c'est un Gugus qui a voulu voir jusqu'où on pouvait pousser la machine. Ça a été une réussite totale. Tout a sauté et le cœur des réacteurs a fondu. Et puis après, il y a eu Tchernobyl. Bon, ça va, maintenant tout le monde a compris que c'est très dangereux. Quand ça dérape, ça dérape complètement. En France, nous avons une situation où, au début, on s'est dit, on va faire le nucléaire parce que comme ça, on devient indépendant. Alors, dès le début, on n'a jamais été indépendant. Moi, j'adore les histoires reconstituées. Les Français ont essayé de monter leur propre filière et ça a foiré. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a acheté les licences de Westinghouse. Et donc, on a acheté la licence du système qui consiste à faire une chaudière. Alors, le nucléaire, c'est super simple. C'est une chaudière, on descend dedans des crayons de matériel radioactif, des barres, et ça chauffe la flotte qu'il y a là. Et puis la flotte qu'il y a là, elle circule dans un premier circuit, quand on chauffe un autre qui n'est pas au contact, et avec ça, on fait de la vapeur et de l'électricité, fermez le banc. On refroidit le tout avec une grosse tour. Et puis quand on veut arrêter la machine, on descend entre les barres radioactives, des barres de je sais pas quoi, du carbone, un machin comme ça, qui est inerte, et pouf, ça arrête la machine. Donc, si la question numéro 1 est en combien de temps on arrête le nucléaire, je vais vous le résumer, 5 heures. Si on veut, dans 5 heures, il n'y a plus un seul kilowattheure d'énergie nucléaire, parce que ça prend 5 heures d'arrêter une centrale nucléaire. Donc tout le monde a compris qu'on doit s'épargner la discussion ridicule de savoir en combien de temps on arrête le nucléaire. La question, c'est comment peut-on arrêter le nucléaire en le remplaçant par d'autres sources d'énergie. Donc on ne peut pas dissocier la question du nucléaire de la question des énergies renouvelables. C'est le même débat. Mais il faut d'abord répondre à la question, oui ou non, assumez-vous le risque? Alors vous, Pierre-Paul Jacques, vous dites, ah oui, on assume. D'ailleurs, alors je vais réciter après, je vous récite le catéchisme, et puis je vous dis les réponses. Mais ils disent, oui, on assume. Et moi, je réponds non. Et je dis pourquoi? Parce que c'est trop dangereux. C'est dangereux parce que nous avons la centrale de Nogent en amont de la capitale. C'est le seul pays au monde où il y a un truc pareil. Cette centrale est sur la Seine. Quand l'eau est trop basse, on est obligé de l'arrêter parce que ça chauffe. Et dans le cas où il y aurait un problème, il est prévu un système de sécurité magnifique que je veux vous résumer. Vous allez voir, ça va pas être long. Premièrement, on ouvre le barrage de l'Aube. L'Aube est une rivière, il y a un barrage. Et l'eau de l'Aube jouffe et du barrage descend dans la Seine. Et zou, toute la cacafouilla s'en va dans la Manche. Point, barre, c'est fini. Le système de sécurité a fonctionné. Et alors, où est-ce qu'on va prendre l'eau qu'on prend dans la Seine? On la prendra dans la Marne. Alors voilà, il ne vous reste plus qu'à prier pour que ce jour-là, il n'y ait pas de nuages entre les deux et qu'il ne pleuve pas. Bon. Voilà le danger. D'autres dangers, je n'ai pas envie de vous faire peur et de vous empêcher de dormir cette nuit. Mais enfin, vous avez ensuite le danger des réacteurs qui sont installés dans la vallée du Rhône, c'est-à-dire directement au contact de l'industrie chimique. Donc si vous avez un accident chimique, vous aurez un accident nucléaire, et si vous avez un accident nucléaire, vous aurez un accident chimique. Voilà. Ça, c'est les données de base, plus l'eau qui monte. Alors les premières fois que nous, on a écrit des trucs sur l'eau qui monte, moi, je me suis carrément fait foutre de moi, au point que j'avais un peu peur. Dans la première version de l'ère du peuple,
je dis, bon, alors l'humanité s'avance vers la mer, et puis je mets comme une plaisanterie, de toute façon, l'eau monte. Bon, mais à l'époque, déjà, je m'étais fait chambrer. Ah bon, l'eau monte, tu crois vraiment que la mer monte? Maintenant, plus personne rigole, parce que c'est vrai. Alors moi, j'avais rien inventé, hein, j'avais lu des sujets scientifiques sur le sujet. Bon, bah alors, vous avez une centrale nucléaire qui est installée dans l'estuaire de la Gironde, c'est la centrale de Blaye. Vous en avez une autre qui est installée au bord de la Manche. Et je vous parle que de celles qui auront les pieds dans l'eau, d'accord? Elle est à côté de Dunkerque. Alors, résumons-nous. La centrale de Blaye, une fois, elle a failli sauter. Heureusement, il y a un ingénieur qui a su ce qu'il fallait faire à temps et qui a tout arrêté. Vous avez là quelque chose comme 800 000 à 1 million de personnes à déplacer si jamais il y a un problème, dont toute la ville de Bordeaux. Les gens, achetez votre voiture pour transporter votre matelas et vos affaires, parce que quand il faut partir vite. Bon, et puis, si jamais c'est la région parisienne, il y a 12 millions de personnes à faire partir. Tout ça n'est pas sérieux. Ne tenir aucun compte de ce type de risque. Puis maintenant, vraiment, pour vous empêcher de dormir, vous avez qu'à imaginer ce qui se passe si un jour vous avez quelqu'un qui, pour des raisons de terrorisme ou pour des raisons d'ennemis de la France, décide de frapper une centrale nucléaire, n'importe laquelle, dans la vallée du Rhône. Donc, les gens, c'est dangereux. Maintenant, j'en viens aux deux arguments essentiels, massus, qui nous sont opposés. Premièrement, nous sommes l'énergie nucléaire, c'est bien parce que ça n'est pas fluctuant. C'est-à-dire que c'est tout le temps là, vous mettez en route la centrale, zou, ça produit. C'est pas comme une éolienne, s'il n'y a pas de vent, tchouf, il n'y a plus d'électricité. Ou bien, c'est pas comme un panneau solaire, si jamais il n'y a pas de soleil, quick, vous restez avec vos panneaux sur les bras. Bon, tout ça est un peu caricatural, parce que en réalité, les choses ne se passent pas comme ça. Mais ceux qui nous disent ça oublient de vous dire quelque chose qui est tout à fait évident. C'est que dorénavant, avec le changement climatique, qu'ils ont oublié d'intégrer dans leur beau raisonnement, eh bien, une année, comme je crois que c'était l'année 2003, si jamais je dis une bêtise, vous rectifierez, hein, les gens, eh bien, il a fallu arrêter 4 réacteurs sur 10 dans le pays. Parce que pourquoi? Parce qu'il y avait moins d'eau dans les fleuves et que de l'eau qui restait, elle était chaude. Et que là, l'été dernier, quand vous croisez, les interruptions de contrôle à cause de la Covid qui ont fait qu'on a repris les contrôles, et pour faire les contrôles, il faut arrêter les centrales, plus la flotte qui était plus bas et la température qui était plus haut, eh bien, c'est pareil, on en a fermé un paquet. Alors, oui, mais c'est circonstances. Ben, d'accord, mais c'est peut-être des circonstances pas ordinaires, mais la vie, c'est pas tous les jours ordinaire. Hein, et il arrive que plusieurs facteurs se croisent. Donc, c'est pas vrai que c'est aussi stable que le prétendent ces défenseurs. Ensuite, ils disent, ah oui, mais grâce à ça, on est indépendant. Alors, les gens mélangent tout. Des fois, on dit, oui, mais c'est notre indépendance. Alors, il faudrait savoir, c'est notre sécurité de production ou c'est notre indépendance? Parce que pour ce qui est de l'indépendance, zéro pour la question. Hein. On dépend de 2 pays dans lesquels on se fournit. Et j'aime mieux vous dire que, disons qu'au moins dans un d'entre eux, c'est pas un modèle pour nous. Hein. C'est l'Azerbaïdjan ou le Kazakhstan. C'est l'Azerbaïdjan. Hein. Là où Hollande s'est déguisé avec un chapeau en mouton, là, et je sais pas quoi. Je dirais, ouais. Voilà, c'est ça. Bah, alors l'autre, il lui a dit, tu vas mettre ça, comme ça tu seras joli. Et Hollande l'a mis parce qu'il n'a pas le choix. On achète 90% de notre uranium là-bas. Donc l'autre, il décide ce qu'il veut. Et s'il lui avait demandé de se déguiser en Mickey, Hollande l'aurait fait parce qu'il n'avait pas le choix. Et puis que Hollande, c'est pas moi. Et moi, je me laisse pas déguiser. Mais c'est pour dire qu'on est dépendant. Donc c'est pas vrai qu'on est indépendant, c'est pas vrai que c'est sûr, c'est pas vrai que c'est continu. Alors, une fois que j'ai dit tout ça à charge, une fois que j'ai dit tout ça, eh ben, ça doit être remplacé par des énergies. Donc, je vous rassure, hein, parce que on ne va pas arrêter le nucléaire la nuit pour le lendemain matin. D'accord? Parce que je dis, ça prend 5 heures. Parce qu'on me dit, mais vous ne pouvez pas arrêter d'un coup. Ben merci, je le sais. Il y a un scénario d'arrêt qui est le scénario Négawatt. Et ce scénario prévoit comment on s'y prend pour prendre la relève avec de la production. Alors la production, il y a 1000 manières de faire de la production. Et puis vous serez chargé, la jeune génération d'ingénieurs et de techniciens, s'il y a 1000 manières de trouver la 1001e, la 1002e, la 1003e et jusqu'à la 1020e et peut-être même la 2000e. Débrouillez-vous. Si vous avez un cerveau, c'est fait pour ça. Voilà. Alors, quelles sont ces méthodes? On les connaît. Hein, c'est la géothermie profonde. Alors, sur chaque fois, il y a toujours des gens pour vous dire qu'il y a un problème. Marcher, On dirait que des problèmes, il n'y en a qu'avec autre chose. Il n'y a que le nucléaire qu'il n'y en a pas. Sérieusement, il y a ça. Il y a les éoliennes, mais moi, j'ai là une préférence pour les éoliennes en mer, offshore. Alors, les éoliennes offshore, c'est bingo. Parce qu'autour de l'éolienne, vous pouvez installer toutes sortes de systèmes d'élevage ou d'accrochage des animaux marins, qui peuvent s'accrocher à tout ce qu'on peut mettre là, quand vous créez un faux récif ou des choses de cette nature. Deuxièmement, il faut des navires de service, donc il faut les construire.
Troisièmement, il faut des gens pour les mettre dans les navires de service et réparer, ça fait encore du boulot. Bref, c'est une énergie qui consomme de la main-d'œuvre, des investissements, de la recherche. Après, on essaye de trouver pour que ça marche de mieux en mieux. Et puis, aussi, il y a les hydroliennes, à quoi moi je suis très attaché. Les hydroliennes, c'est un grand mot, avant ça s'appelait moulin, il y en avait 100 000 dans le pays. Alors on installe des moulins partout et on sait faire des turbines très efficaces. Et on pourra en faire des encore plus efficaces si on récupère Thomson, parce qu'eux, ils savent faire des turbines, c'est leur boulot. Pour l'instant, ils font des turbines à gaz. Figurez-vous qu'une turbine qui sort de chez Alstom, non, ça s'appelle plus Alstom, maintenant c'est G, je retarde ouais. d'un rachat. Excusez-moi, j'avale un peu d'eau. Eh bien, avec une de ces turbines qui fonctionne à gaz, on fournit l'électricité à 600 000 personnes. Alors c'est bien du diable si on n'arrive pas à trouver le moyen de fabriquer des turbines, bien sûr, dans notre modèle, d'une autre taille, mais qui vont nous donner l'électricité dont on a besoin. Il y a des gens qui font des essais. Par exemple, il y a un essai aujourd'hui qui est fait vers un pont qui est à Bordeaux. La machine est posée là. Comme on est des gros malins, on a posé notre machine, puis il y a, je sais pas quoi, des Néo-Zélandais qui ont posé la leur à 50 mètres à côté, comme ça, ils n'en perdent pas une miette. Hein. Et pourquoi on l'a mis là? Parce que le courant s'accélère, parce qu'il va passer entre les piles du pont. Donc, on examine ce que ça donne et tout ça. Bon, on va en mettre partout. Des turbines, on sait en faire, on les améliorera. Ça, c'est pour l'hydrolienne. Et puis, il y a les mouvements de la mer. Alors, écoutez bien et respirez un grand coup. La mer contient 300 fois l'énergie dont on a besoin sur la Terre, ferme. Et juste, il n'y a rien à faire. Vous n'avez qu'à laisser tourner la Lune et vous êtes tranquille parce que ça provoque des marées, des remuements de la mer qui est sans fin. Et ça contient une puissance. Donc, on peut... Alors, toutes les machines sont les bienvenues. La machine qui fonctionne avec l'eau qui est froide en bas et chaude en haut, il y en a déjà une qui est mise sur pied en Polynésie française. Donc tout ce que je suis en train de vous raconter, je ne l'invente pas. Hein. Mais il faut lire, il faut suivre. Il ne faut pas juste regarder les histoires d'assassinats dans les rues et les faits divers. Il faut s'intéresser à la science, à tout ça. Bon, ça existe. Ensuite, vous avez les machines qui fonctionnent avec la houle. Alors je crois que nous, on n'en a pas. Les Français, on avait prévu d'en faire une à La Réunion, on ne l'a pas fait. Mais les Portugais en ont essayé une. Donc ça existe, on sait le faire. Et ainsi de suite. Les machines qui nous permettraient de capter l'énergie que la mer contient, on peut en faire beaucoup, on peut les mettre au grand large, on peut les mettre près des côtes, enfin bref, on décide ce qu'on veut. Donc il ne faut pas raconter que ce n'est pas possible de monter en puissance pour produire de l'énergie. Il faut le faire autrement. Et je vous rappelle que, on est passé de la vapeur à l'électricité. Donc on doit pouvoir passer à autre chose, à condition de faire le saut technologique dont on a besoin. Voilà. Et puis ça, c'est pour la génération actuelle, de jeunes chercheurs, d'ingénieurs, d'architectes, femmes et hommes qui sont là. Bon, c'est pas interdit que vous y mettiez dès maintenant. Le temps que j'arrive, ça sera prêt. Alors, est-ce que tu as une question audio? Eh ben, écoute, on a... Moi, j'en ai plein. Ouais, vas-y, parce qu'on a eu un petit saut de son qu'on était en train de régler. Ok, alors Jean-Luc, il y a une série de questions sur les parrainages pour l'élection présidentielle. Où est-ce que tu en es des signatures? Il y a Fonzi Flex qui demande combien tu as de signatures pour le moment. Dimitri Criticus, où en sommes-nous des promesses de parrainage? Améluc 76, où en est-on du soutien notamment des communistes et de toutes les personnes susceptibles de te donner des signatures? Bon, là, ça a de l'importance. Hein. C'est pas du même niveau d'intérêt que les sujets qu'on vient de me proposer. J'espère que vous entendez à ma voix, peut-être, je sais pas, il n'y a pas d'image là en ce moment. Si. Il y a des images. Les gens te voient. Donc, vous voyez, je suis pas en train de lire des fiches, mais des fois, j'ai besoin de lire des fiches. Il y a des fiches devant moi parce qu'on ne peut pas mémoriser autant de choses. Là, on est passé du nucléaire à autre chose. Bon. Mais c'est pour vous dire que ce n'est pas un exploit ce que je suis en train de faire, c'est qu'on est très préparé. Et je suis sûr que si ce n'était pas moi, mais Clémence Guettet, elle vous répondrait sur tous ces sujets parce qu'ils sont dans le programme et puis que ceux qui ont préparé le programme l'ont bien assimilé. Et les parlementaires, je crois aussi. Bon, alors j'en viens au parrainage. Comme vous le savez, voilà comment ça s'est passé pour faire un peu d'histoire et comme ça, vous apprenez quelque chose au passage. Au début, quand la Constitution de la Ve République a été... adopté par les Français, proposé par le général de Gaulle. Évidemment, toute la gauche était contre, parce que disait c'est un pouvoir personnel. François Mitterrand avait appelé ça le coup d'État permanent, d'accord? Et la vérité, c'est que c'était le cas. Hein. Mais c'était un régime qui prévoyait une certaine verticalité et une certaine
importance au pouvoir central du président de la République comme incarnation de la nation, parce qu'il y avait un énorme problème à régler. Le premier, c'était l'indépendance de l'Algérie, et donc la suppression de 13 départements français. C'est pas une petite crise, hein, une histoire pareille. Donc l'Algérie devenant une nation indépendante, c'était un grand traumatisme pour la France, et il fallait une personnalité très forte pour endosser ça. Et puis il fallait en même temps régler la grande mutation du capitalisme qui s'exerçait à l'époque, avec un exode rural gigantesque de gens qu'on a tirés de la campagne pour les amener dans les usines, et ils appellent ça les 30 glorieuses. Vu que je les ai vues de près, je vous garantis qu'elles n'étaient pas si glorieuses que ça. Mais enfin, bon, il y avait de l'espoir partout, et les gens avaient l'impression que leur pouvoir d'achat se développait de plus en plus, puisqu'on payait de plus en plus mal les paysans, et que la nourriture comptait moins dans le budget des familles. Tout ça, c'est pour vous rappeler l'ambiance. Hein. Pourquoi les gens ont été euphoriques à une période où on adoptait une constitution très largement, puis ensuite, après la dernière tentative qui a été faite d'assassinat du général de Gaulle, au Petit Clamart, qui est en région parisienne, dans le 92, sous l'autorité d'un officier félon, Bastien Thierry, le général a décidé que ce n'était pas possible de continuer à confier l'élection du président de la République aux notables, c'est-à-dire les deux assemblées, puis je ne sais plus qui est-ce qui votait pour élire le président de la République. Je crois que c'est les parlementaires des deux assemblées. Et il a décidé de proposer le suffrage direct pour élire le président de la République. Alors comme ça, c'est formidable, c'est le suffrage direct. Donc ça a marché, les gens ont accepté tout de suite. Et honnêtement, on ne voit pas très bien comment on pourrait s'y prendre pour qu'il n'y ait plus de suffrage direct. Il faudrait réfléchir à ça. Je vous en dis un mot dans un instant. Mais je reste sur l'histoire. Donc première élection présidentielle sur le suffrage direct du président de la République. Bon, il y a des gens qui se déclarent candidats. Alors évidemment, vous voyez, affronter le général de Gaulle, c'était pas simple pour tout le monde. Donc il n'y a pas eu tant de candidats que ça. Mais dans les candidats, il y en a eu au moins un qui paraissait assez folklorique et qui s'appelait Marcel Barbu. C'était un brave homme, un petit entrepreneur. Mais le gars, il commençait ses discours à la télé, parce que c'est la première fois qu'on voyait une campagne à la télé. Et puis au milieu, il se mettait à pleurer. Donc vous regarderez tout ça sur l'INA si ça vous amuse, et vous allez voir Marcel Barbu, la tête dans ses bras, en train de pleurer à la télévision pendant qu'il expliquait ce qu'il avait à expliquer. Alors je pense que ça a été lui le déclencheur, mais pas seulement. On a imaginé un filtre pour que tout le monde puisse pas, n'importe quel zazou, être candidat à la présidence de la République. Et on a commencé à mettre des élus. De Gaulle était plutôt pour qu'il y en ait peu, hein, parce que lui avait été victime du système des notables, donc il s'en méfiait terriblement. Puis finalement, on est arrivé à la jauge de 500 élus. Alors, 500 élus, pas n'importe lesquels. Allez savoir pourquoi, ils ont encore fait un tri là-dedans. Je rappelle que les élus, ils n'ont rien demandé du tout. Hein. Mais ça faisait un peu 4e République, on demandait, on dit les notables, hein, de se prononcer. Alors, il faut 500 signatures. Sachant qu'il y a 36 000 maires, maintenant il doit en avoir un petit chouïa de moins, mais ce n'est pas notoire. 36 000 maires, plus les députés européens, plus les députés nationaux, plus les sénateurs, plus les conseillers départementaux. Non, maintenant, oui, ça s'appelle comme ça. Oui. Plus les conseillers régionaux, ça fait quand même du monde. Et on dit, 500 signatures. Bon, très bien, il y a beaucoup de monde, il peut y avoir des signatures. Le problème, c'est que ça ne se passe pas comme ça. Ces 500 signatures, elles sont à la merci des partis politiques qui contrôlent un certain nombre d'élus, et je ne veux pas leur en faire le reproche. Ce sont des élus des partis, et puis en France, c'est interdit d'avoir un mandat impératif. C'est-à-dire on ne donne pas, un élu n'est tenu de faire que ce qu'il croit bon de faire. Personne ne peut lui donner d'ordre. Je le sais parce que quand j'étais socialiste et qu'ils ont essayé de me donner des ordres, je leur ai lu les articles du Code pénal pour le cas où ils essaieraient de me punir si je ne votais pas comme ils avaient prévu. Donc ils y ont vite renoncé. Et je n'en ai fait qu'à ma tête, j'ai donc voté contre le traité de Lisbonne, contre tout ça. Mais enfin bon, c'est pour dire, 500 trucs. Alors, tout le monde s'est rendu compte que c'était discriminant parce que certains élus obéissaient à leur parti, et puis d'autres, vous êtes le maire d'une petite commune, bon, alors, vous avez vraiment un besoin vital, des sous du département, de la région et tout. Et si vous en avez un là qui vous fait les gros yeux, et qui dit, bon, dis donc, Marcel, ou bien, dis donc, Viviane, va pas falloir faire n'importe quoi avec les parrainages. Hein, je compte sur toi. Il faut être raisonnable hein, parce que tu sais ce que c'est. Hein. Bon, voilà. Bref, avec des paroles comme ça, sans que ce soit vraiment une pression, c'en est quand même une. Et donc, ça réduit la possibilité pour des gens d'être vraiment libres. Mais
je ne veux pas l'exagérer parce qu'il y a quand même plein de gens qui se sentent totalement libres. Et puis, disons que la menace fonctionne dans les deux sens. Hein. Celui qui est au-dessus peut dire à celui qui est en dessous, mon gars, il va falloir réfléchir, ou ma fille, tu as intérêt à bien penser. Mais l'autre peut aussi dire, depuis là où il est, toi, tu n'as pas intérêt à me donner trop d'ordre, parce que sinon, tu vas voir la prochaine fois ce qui va t'arriver au vote. Bon, bref, tout ça se tient. Mais on a du mal. On ne va pas raconter d'histoire, on a du mal. C'est pourquoi tout le monde le sait. Donc, Hollande avait fait une commission avec Jospin à la tête de la commission. Et Jospin, oui, c'est Hollande qui a fait ça. Et Jospin, avec Madame Bachelot, qui était de droite, et puis des juristes et tout ça, ont fait une proposition. On dit, écoutez, pas que le parrainage par les élus, mais aussi le parrainage par les citoyens. Alors, il en faut tant de départements, etc., etc. Attention, c'est pas juste un département ou une région. Mais c'est 150 000 parrainages. Pourquoi ? Parce qu'on a fait le calcul dans les autres pays d'Europe où ça s'applique, le parrainage citoyen, et ça donne cette proportion. Pardon, je vous raconte toute l'histoire, comme ça, au passage, vous apprenez quelque chose. Et donc, quand j'ai été candidat cette fois-ci, j'ai dit, je suis prêt à être candidat si j'ai le parrainage de 150 000 citoyens. Vous avez remarqué que tous ceux qui m'ont cherché des poux dans la tête, depuis, ils sont calmés. D'abord en voyant le nombre des votants à leur merveilleuse primaire, qui était censée déchaîner l'enthousiasme populaire. Bon, moi, j'ai 260 000 signatures. Je ne veux pas être offensant ni grossier à l'égard des autres et qui se comparent avec leur propre investiture. Donc, j'ai dit, je prends 150 000 signatures, je suis candidat. Il en est arrivé 150 000 et même plus en très peu de temps. Donc, pour nous, ça a été la stupeur parce qu'on pensait que ça prendrait 6 mois. Et en fait, ça a pris 6 jours. Donc, depuis, on continue à récolter les parrainages citoyens. Donc, on ne fait pas souvent de la pub parce qu'on laisse les choses aller pour voir comment les gens s'automobilisent. Mais vous pouvez parrainer ma candidature en tant que citoyen en allant sur mélenchon2022.fr et quick, vous appuyez au bon endroit et vous faites partie de mes parrains. Mais ce n'est pas vous qui avez la décision de faire que je puisse être candidat à l'élection présidentielle. C'est les élus que j'ai mentionnés tout à l'heure. Alors, où on en est ? Ici, le grand chef d'orchestre général de tout ce que nous faisons porte un nom, c'est un député européen, il s'appelle Manuel Bompard, qui est le directeur de la campagne. Et il y a des secteurs du mouvement qui travaillent sur une chose, sur une autre. Et il y a un groupe qui travaille sur la collecte des signatures autour de Guilhem Sériès et de Gabriel Amar. Et ces deux-là ont en charge l'écriture des courriers, les contacts, etc. Et ils ont organisé, pour tous ceux qui veulent le faire, donc vous allez, quand vous voulez participer à la collecte, vous allez sur l'application téléphonique, tout le monde, enfin tous ceux qui ont un smart téléphone, peuvent prendre l'application Action Populaire. Évidemment, il faut me soutenir. Si vous ne me soutenez pas moyen d'être dans Action Populaire. Donc une fois que vous avez marqué « Je soutiens la candidature de Jean-Luc Mélenchon », vous accédez à tout le contenu. Et dedans, il y a la campagne pour aller chercher des signatures. Alors, vous dites où vous allez, à qui vous allez le demander, vous regardez votre coin, qui vous connaissez, voilà. Et puis vous cochez, et puis il y a un grand système qui collecte toutes les démarches, et on sait instantanément tous les jours où sont les copains et auprès de quels élus ils vont. Alors, les élus, il y a un argument menteur qui dit « Ah oui, mais si tu parraines Mélenchon, c'est que tu le soutiens. » Non, pas du tout. Si tu parraines Mélenchon, c'est juste que tu penses que c'est bon pour la démocratie que Mélenchon puisse être candidat. Voilà, point. Ça ne veut rien dire d'autre. Alors... il y a beaucoup de gens qui l'entendent et nous en sommes maintenant au point où nous avons collecté croix de bois, croix de fer, si je mange je vais en enfer, sur du papier signé par les élus, un peu plus de la moitié du nombre dont on a besoin, c'est-à-dire un peu plus de 250. Alors c'est remarquable parce que je rappelle que nous n'avons aucun appareil capable d'influencer les élus locaux, mais en même temps ça ne fait pas encore la maille. Donc il va falloir mettre de l'huile de coude et que tout le monde s'y mette. Vous qui m'entendez, vous pouvez donner le coup de main, parce que des fois, vous avez un élu dans la famille, tout ça, vous pouvez le discuter avec lui et le convaincre. Et je vous le redis, ceux qui me parrainent, c'est pas qu'ils me soutiennent politiquement. Ça veut dire qu'ils pensent que la démocratie ne serait pas arrangée si je ne pouvais pas être candidat. Franchement, ça n'arrangerait rien ni personne. Alors, il faut faire. Il y a, comment il s'appelle, Magélie qui met Jean-Luc plus court les réponses. Non. Non. La réponse est non. Si tu trouves ça trop long, va ailleurs. C'est un peu le principe. Qu'est-ce qui est marqué ? Non, mais je blague. Mais c'est pour dire, j'essaye d'expliquer, sinon c'est pas la peine, je vais à la télévision. Tu as parlé de l'application, il y a aussi sur le site mélenchon2022.fr. Vous cliquez sur Agir. Et il y a ce qu'expliquait Jean-Luc à l'instant, aider à récolter les 500 parrainages et tout le monde peut s'y mettre et nous aider. J'ai des demandes d'intervention dans le space Twitter, donc on va y passer maintenant.
J'ai Lénie. Alors Lénie, si tu veux intervenir, tu peux y aller. Il faut activer ton micro. Bonjour Lénie. Tu nous Bonjour à tous, bonjour, merci infiniment de m'accepter ma demande de questions. Moi j'ai 15 ans, ça fait maintenant 1 an et demi que j'ai rejoint la France Insoumise pour cet espoir là autour de votre candidature Jean-Luc. Donc moi ma question elle est simple, ça fait 2 ans que j'ai décidé d'arrêter de manger de la viande et du poisson pour des raisons éthiques, écologistes et personnelles. Et en fait moi je mange tous les midis à la cantine de mon établissement scolaire, donc le lycée public, qui ne fournit pas de repas équilibrés. J'ai que soit des féculents, soit des légumes, mais j'ai pas de source de protéines. Donc, est-ce que vous proposez quelque chose en faveur de toutes celles et tous ceux qui veulent devenir végétariens ou plus, peu importe leur conviction, pour les aider voilà, à manger différemment en respectant la planète? Je peux répondre ce qui est ma propre conviction et ce qu'il y a dans le programme. Dans le programme, on est sur le 100% bio, qui soulève toutes sortes de difficultés. J'en dis un mot dans un instant. Mais je commence par dire que il faut faire très attention à ce qu'on dit, parce que si, quand on parle, on braque la moitié des gens, on a perdu le travail, parce que la moitié qui était convaincue le reste, puis les autres, ça les rend hystériques. Alors donc, faut y aller doucement. Moi, je ne dis pas on mangera plus de viande, d'accord? Mais je pense, je vous dis les choses comme quelqu'un qui a vécu et qui vit. Je sais que l'avenir, c'est que ça ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas consommer une pareille quantité de viande pour avoir des protéines. Il faut donc trouver d'autres manières d'assimiler des protéines, et c'est forcément des protéines végétales. Car si on continue à vouloir une consommation de viande au niveau auquel elle se trouve aujourd'hui, d'abord c'est ingénéralisable à toute la planète, et deuxièmement ça détruira tout, parce que c'est producteur de gaz à effet de serre d'une manière tout à fait considérable, et c'est consommateur d'eau dans des proportions qui ne sont plus raisonnables compte tenu de la crise de l'eau. Donc, je sais bien que ça ne fait pas plaisir à entendre pour certains, mais c'est comme ça. Il faudra manger moins de viande. Et certains disent, si on n'en mangeait plus du tout, ce serait parfait. Je ne sais pas si ce serait parfait, mais je comprends qu'on le dise, hein, et qu'on le pense. Autour de moi, ça a été un peu la surprise pour moi, parce que moi, de ce point de vue, je suis croyant mais pas pratiquant. Donc je sais qu'il faut manger moins de viande, mais on ne peut pas non plus dire que je sois un modèle, malgré tous mes efforts pour le quinoa et l'épeautre et tout ça que je fais, hein, sérieusement. Voilà, je reste un consommateur de viande et de viande de qualité. Alors je pense que, mais autour de moi, ce qui m'a frappé, c'est le nombre de mes amis dans la jeune génération, et puis pas que, qui sont maintenant devenus végétaliens ou végétariens, et pour certains, véganes. Hein. Alors, je passe pas à côté de ça, ça m'intéresse. Et je trouve qu'il y a quelque chose chez ce type de militants de fort, quoi. C'est vraiment un engagement personnel qui contient une dose de révolution qu'on prend en charge soi-même, hein, de contribution directe au changement de l'ordre du monde et des choses. Donc, voilà. Alors, la cantine bio, déjà, commençons par ça, parce que déjà, ça commencerait bien. Première, tout le monde est d'accord, hein, tout le monde, bravo, oui, la cantine bio, 100%, oui, 200, c'est mieux, bon, bref. Mais problème, il y a quand même un problème, c'est que du bio, il n'y en a pas en quantité suffisante pour alimenter toutes les cantines du pays. Je vous raconte une blague que j'ai déjà racontée 100 fois ici, mais c'est qu'une fois, je dis ça à un copain qui est maire d'une petite commune, et le gars me dit, ah oui, formidable, moi je suis pour, d'ailleurs, un tel, il nous produit ceci et cela, qu'on donne à la cantine, machin, il fait ci et ça, bon, très bien. On était tout contents, mais il me dit, mais tu sais, faut pas rêver, il n'y a pas une carotte à moins de 200 km, parce que personne n'en plante, ni n'en cultive. Donc, si on veut passer au bio, il faut développer les productions vivrières, d'accord, pour avoir nos fameux légumes tous les jours. Développer les productions vivrières, ça se fait en ayant des paysans pour le faire. Il en faut 300 000. Bon, alors les gens, écoutez bien ça. Moi, je veux bien que vous me prêtiez tous les pouvoirs du monde, mais je peux quand même pas aller dans la rue et désigner un sur 10 qui devient paysan pour que ça me fasse les 300 000 paysans dont j'ai besoin. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on transforme les conditions de l'enseignement agricole, la rémunération des étudiants en agriculture et la rémunération des agriculteurs eux-mêmes. Et vous ne convaincrez pas un seul jeune aujourd'hui d'aller mener la vie de chien d'un paysan actuellement dans la situation dans laquelle ils sont. Et puis les paysans qui y sont actuellement, ils sont braves et dévoués, ils sont prêts à faire ce qu'il faut faire.
mais il faut les libérer de la dette agricole qu'ils ont, parce qu'ils se sont fait écraser de dettes pour acheter toutes sortes de machines et d'entrepôts. Et si vous amenez la bouche en cœur en disant, bon, vous pouvez tout balancer, on va faire du bio, ils vous disent, oui, c'est très intéressant, mais qui c'est qui paye tout ça? Donc il faut les libérer de la dette pour qu'ils puissent passer à autre chose. Sans doute, il y aura une révolution agraire à faire dans ce pays, dans la répartition des terres, parce que les immenses propriétés qui servent à faire du maïs pour les poules en Chine, bon, va peut-être falloir arrêter, et ainsi de suite, pour produire ces productions vivrières. Et c'est comme ça qu'on va entrer dans la possibilité de se nourrir autrement. Ce qui serait pire que tout, c'est de donner des ordres, de culpabiliser tout le monde, sans être capable de répondre aux problèmes concrets que ça pose. 1, la production, 2, l'échange. Les petits amis, ça compte. Parce que pour faire du bio, ça prend plus de temps. Si ça prend plus de temps, ça coûte plus d'argent. Et donc, si vous voulez avoir du bio et payer honnêtement les paysans pour qu'ils veuillent bien le faire, parce que sinon, ils s'en vont, ou sinon, ils vous mettent du glyphosate partout pour que ça aille plus vite, et vous allez devoir les payer. Alors, si vous devez les payer, c'est vous qu'il va falloir payer mieux. Donc, il faut que les salaires augmentent pour que les gens puissent payer plus correctement leur nourriture. Bref, augmenter le SMIC, c'est ce qu'il y a de plus écologique à faire aujourd'hui pour aller vers la nourriture végétalienne, végétarienne ou végane. Et les gens qui m'écoutaient, là, j'espère que vous retenez le raisonnement, parce que moi, je me fatigue à le répéter du matin au soir, parce qu'il y a toutes sortes de grands esprits qui ont toutes sortes de trouvailles magiques. Yaka, Faucon, on fait ci, on fait là, et personne ne se soucie de savoir comment on peut faire pour y arriver. Moi, je vous réponds, on est obligé d'augmenter les salaires, on est obligé de désendetter les paysans, on est obligé de répartir la terre autrement, on est obligé de faire en sorte que les gens qui vivent de la terre puissent en vivre dignement. Je voudrais vous dire que pour notre malheur à tous, il se prend un paysan tous les 2 jours dans ce pays, et c'est qu'il y a une raison terrible qui est à l'œuvre. Voilà ce que je peux vous répondre. Si j'ai fait avancer ça, déjà, ça sera pas mal, parce qu'on aura fait un grand saut en avant. Alors, on peut dire aux éleveurs de viande, comme il y en aura besoin, autant qu'ils en fassent de la bonne. Mais ce que je vais vous dire, c'est que les veaux que vous prenez sous la mer pour les mettre dans des camions et les envoyer engraisser en Italie et les ramener ensuite ici pour en faire de la viande, ça, je crois bien que ça va être terminé. Alors, j'ai pas mal de demandes d'intervention sur le Space Twitter désormais. Pour ceux qui souhaitent le faire, vous pouvez cliquer en bas sur le petit micro pour faire une demande de prise d'intervention. Mais j'ai Gaël qui voulait poser une question. Alors Gaël, il faut que tu actives ton micro pour poser ta question à Jean-Luc. Oui, bonsoir. Voilà, moi je suis étudiante infirmière et j'aimerais savoir si vous êtes élu, est-ce que vous allez revaloriser les métiers de la santé comme les infirmières et aussi mettre plus en avant les études d'infirmière, puisque actuellement beaucoup de personnels soignants quittent leur travail en France parce qu'ils sont très mal payés pour ce qu'ils font. Et là-bas, les 35 heures à l'hôpital, ça n'existe pas. Et ces personnes-là partent dans les pays frontaliers, Belgique, Luxembourg, Suisse, puisque le salaire est beaucoup plus conséquent et suit avec un peu les horaires de malades que le personnel soignant font. Et voilà. Et aussi pour les études, puisque actuellement, les études pour entrer en école d'infirmière en France, c'est via Parcoursup. Et le problème de Parcoursup, c'est qu'il faut faire une lettre de motivation. Clairement, on ne peut pas avoir quelqu'un de motivé derrière une lettre. Je peux écrire une lettre de motivation pour, je sais pas, devenir bouchère demain, alors que je souhaite pas être bouchère. On veut être dans un métier avec du contact humain et on fait juste une lettre pour dire voilà, je suis motivée pour travailler dans l'humain. Donc, voir comment vous pouvez faire en sorte que ces métiers-là qui sont avec de l'humain puissent, qu'on puisse embaucher et former des gens qui veulent vraiment travailler avec de l'humain et qui ont le contact humain. Pour ta question, ce qui est assez incroyable, c'est que c'est des choses que tu as déjà dit, notamment sur Parcoursup, la lettre de motivation qu'on écrit pour être un jour bouchère, un autre. Je suis pas le seul à penser ça. C'est exactement ce que tu dis dans certains médias. Tu voulais dire quelque chose? Non, je voulais dire que ça a résonné avec beaucoup de questions qui sont posées dans le chat sur Twitch sur la situation dans l'hôpital public plus largement, les conditions de travail des soignants et soignantes. Des réactions aussi sur l'obligation vaccinale et le sort qui est fait aux soignants depuis la crise sanitaire. Donc il y a pas mal de questions sur l'hôpital en général et puis leurs conditions de travail. Alors, ça se trouve dans le programme au chapitre 6. Ça s'appelle « La vie en état de pandémie permanente ». Je profite de votre question pour faire une sorte de digression sur le sujet.
il y a eu deux changements majeurs qui se sont produits dans les mentalités au cours des 2 années qui viennent de s'écouler. Et elles n'ont pas fini de travailler en profondeur les esprits et la conscience publique. D'abord, tout le monde a compris ce que c'était que l'humanité une et indivisible. Dans le système de la globalisation commerciale, financière, économique, les maladies se répandent sur la surface de toute la planète en quelques jours, quelques semaines, au minimum, au maximum, en 1 mois ou en 2 mois, tout le monde est atteint. Alors c'est une nouveauté parce que des épidémies, il y en a toujours eu dans l'histoire de l'humanité, et la plupart du temps de la même façon. C'est à partir du moment où il y a eu des élevages d'animaux, donc l'agriculture d'élevage, que les maladies contre lesquelles les êtres humains étaient immunisés au fil du temps entre êtres humains, cette immunité elle n'a plus suffi parce qu'arrivaient de nouvelles maladies qui transitaient des animaux sauvages vers les animaux domestiques. Et comme les animaux domestiques étaient déjà regroupés, ils collaient ça aux gens qui eux-mêmes le refilaient à toute la ville, qui s'immunisaient. Et quand la ville avait surmonté l'épidémie, là-dessus arrivaient des nomades qui passaient dans le coin, à qui tout le monde refilait généreusement ces virus, et les nomades sont morts en quantité extrêmement impressionnante par rapport aux villes qui arrivaient à s'auto-immuniser. Ça, c'est l'histoire profonde de l'humanité. Mais alors, à notre époque, tout ça, c'était en concentré. Donc, les maladies des animaux sauvages passent aux animaux domestiques. Pourquoi ? Parce que les animaux sauvages sont chassés de leur habitat naturel et se rapprochent des habitats humains. Alors, la vérité consisterait à dire que les habitats humains se rapprochent des animaux sauvages parce que les habitats humains se développent de tous les côtés. Et les habitats humains trimballent avec eux les hyper-élevages intensifs. Et donc, à cause de ces hyper-élevages intensifs, les maladies se transmettent plus vite et les virus mutent plus facilement et plus vite parce qu'ils ont la chair à canon numéro 1. Ensuite arrive la chair à canon numéro 2, les êtres humains qui s'occupent de ces animaux domestiques. Et voilà comment nous savons que le circuit s'établit. Vous aurez remarqué une chose, les gens, c'est qu'on a parlé de tout, de vaccins, de pass sanitaires, de je sais pas quoi, de gestes barrières, mais personne, à part nous, n'a parlé de fermer les élevages par lesquels se fait la transmission aux zoonoses. Il y en aurait 3000 en France. Eh bien, il faut les fermer tous et passer à une autre forme d'élevage. Alors, on y gagnera de 2 manières. D'abord, c'est une mesure de prévention. Retenez le mot. De plus en plus, la médecine doit être préventive et pas seulement réparatrice ou protectrice. Elle doit être préventive. Alors, déjà, ça serait une bonne mesure de prévention. Et ensuite, eh bien, ça nous mettrait, nous, êtres humains, dans notre responsabilité qui est liée à notre niveau de conscience et de capacité de comprendre le monde. Et comme nous sommes les plus conscients, nous sommes les plus responsables et nous devons cesser de maltraiter les animaux comme nous le faisons dans des conditions abjectes, comme c'est le cas pour les élevages intensifs de vaches, les élevages intensifs de porcs et de volailles. Pour tous ces animaux, on peut dire que c'est un immense martyre ininterrompu qui a lieu. Et tout ça pour amener ensuite à l'abattoir et à la boucherie, on tue 3 milliards d'animaux. C'est des quantités tout à fait incroyables. Et voilà. Donc tout ça, c'est mauvais d'un bout à l'autre de la chaîne. On s'est aperçu qu'au moins un type d'élevage transmettait directement la Covid, c'est les élevages de visons. Donc nous autres insoumis, on s'est pointé avec nos amendements pour fermer immédiatement les élevages de visons. Tout le monde s'est pris aux cheveux. Les Danois ont arrêté, eux, de faire dans leur pays les élevages de visons. Et en France, M. Macron, comme d'habitude, a dit oui, il faut arrêter ça tout de suite, avant de décider une demi-seconde plus tard qu'on verrait ça en 2023. Donc, des élevages considérés comme dangereux dans la production et la reproduction des mutations de la Covid-19 sont toujours là. Ça, c'est l'environnement. Vous retenez de ce que je viens de vous dire que dans ma politique, la politique de santé, ça commence par la prévention. Ça se poursuit dans le fait qu'il faut combattre les grandes épidémies permanentes, épidémie d'obésité, épidémie de diabète, épidémie cardiovasculaire, qui sont maintenant les grandes épidémies, sans parler de l'épidémie de cancer, parce que là, on a beaucoup plus de mal à identifier les agents directement épidémiques, mais il est absolument certain que 90% des cancers sont liés à l'environnement et que c'est là que se trouvent les causes. Bon, là-dessus, on vient au personnel qui soigne. Deuxième grande mutation. Première mutation, la compréhension. Deuxième mutation, la perception de l'hôpital. On était sur une pente infernale. C'est-à-dire que ceux qui décident et qui commandent bourraient le crâne à tout le monde sur le thème « Ah là là, tout ça, ça coûte trop cher, les gens se soignent pour en rien, ça suffit, il y a de l'abus, il faut responsabiliser. » Alors nous, on se foutait déjà d'eux.
en disant oui, je vais me responsabiliser, j'en ai marre Tomber malade. d'avoir la grippe en novembre, je préférerais l'avoir en février ou en avril, comme ça il y a moins de monde qui l'a, et je serai mieux traité. C'était une manière de se moquer de ce discours soi-disant économique appliqué à la santé. Mais c'était comme ça que ça allait. Et puis on commençait à avoir des gros malins qui disaient ah oui, mais attention, il y en a marre de payer les soins de ceux qui prennent pas soin d'eux-mêmes. Alors tout le monde de chez Dubonnet d'un air intelligent, ah oui, quand même, ceux qui fument, en plus, ils viennent nous embêter après parce qu'ils ont le cancer. Ils ont qu'à se payer leur réparation, et ainsi de suite. En matière de bêtises, comme vous savez, l'imagination est quasiment sans borne. Mais c'est cette pente-là qui était prise. Et le grand raisonnement, le raisonnement des super intelligents qui dirigent les super agences, qui dirigent les super gouvernements, c'était, il n'y a qu'à réduire l'offre publique de soins, qui est gratuite, et puis les gens, ça va les responsabiliser, parce qu'ils vont devoir aller dans les cliniques privées et se payer leurs soins. Voilà, c'est ça la grande idée. Le marché va prendre la relève des soins publics. D'autant que, faut vous rendre compte que la sécurité sociale, bon, tout budget confondu, j'en suis d'accord, hein, mais la sécurité sociale, c'est plus de sous que le budget de l'État. Et que les dépenses de santé dans le monde, c'est ou à égalité ou supérieur aux dépenses d'éducation. Donc c'est un énorme magot. Et ceux qui ont vu tout ça disaient « Ah là, il m'en faut un bout pour moi, un autre bout pour l'autre, et ainsi de suite. » Et l'idée, c'était ça, on fait des économies. Alors, la bêtise a commencé, pour vous dire qu'elle est sans limite. Dans les années 70, voilà que des petits génies ont dit « Ah il y a trop de to-be. Plus il y a de to-be, plus il y a de gens qui vont se faire soigner, plus il y a de gens qui vont se faire soigner, plus on achète des médicaments, plus ça coûte cher. » Donc, qu'est-ce qu'on fait? Quick, on va réduire les to-be. Le peu de to-be qui restera sera vachement content, ils auront plein de clients, et tout le monde sera heureux et fin content. Résultat, on a créé les déserts médicaux, parce qu'à force de contracter la formation des to-be, on en est arrivé à ça. Donc, nous, comme on est dans l'urgence, ça nous crée des tâches. D'abord, il faut renforcer d'une manière spectaculaire le recrutement des futurs médecins. Ça prend du temps, d'accord? Donc, il faut que tout le monde se fasse à l'idée qu'on ne va pas sortir de la crise comme ça. Et les gros malins qui proposent comme idée d'aller chercher les to-be des autres dans les pays en voie de développement ou développés, qui viennent de se développer, on peut dire que c'est absolument dégueulasse, parce qu'ils ont fait des sacrifices pour former leur jeunesse à bon niveau, et qu'on leur pique la matière grise qu'ils ont produit. Donc franchement, c'est aussi une forme de post-colonialisme. Mais bon, la vie fait que souvent l'offre est attrayante. Le système français, il ne fonctionne pas sans ces to-be-là aujourd'hui, parce qu'il y en a un peu partout. Ouais. Évidemment, comme en matière de sadisme, on en connaît un rayon. D'accord, ils viennent, mais on met du temps à reconnaître leur diplôme, mais on ne les paye pas comme les autres, mais. Voilà. Comme tous les travailleurs immigrés, on essaye de leur peler. Souvent, excuse-moi, non, juste pour compléter ce que tu dis, c'est souvent dans les zones rurales en plus qu'on envoie ces médecins-là, parce que c'est souvent les seuls qui sont OK pour aller dans les hôpitaux, les petits hôpitaux, etc. Et donc ils deviennent vitaux pour tout un tas d'endroits dans lesquels, si jamais ils n'étaient pas là, il y aurait absolument personne, parce que personne veut aller. Alors donc il faut qu'on développe ça. Parce que lui, il est élu dans la Cambrousse, là. Alors, c'est dans la Cambrousse, pas la Cambrousse. Ça m'a fait penser à bien sûr, des situations mais tu as raison, le désert médical, c'est comme toujours. Il opère, comme tous les phénomènes de désertification, une ségrégation sociale. Bien sûr. Bon. Alors, donc, nous, pendant tout un temps, on a besoin, en quelque sorte, de remplumer tous les secteurs de la santé qui peuvent remplir une fonction préventive ou une fonction curative d'accompagnement. Les infirmiers, c'est typiquement ce genre de métier. Parce qu'un infirmier, il distribue des soins. Alors, les infirmiers libéraux et les infirmiers publics distribuent des soins, ils vont faire les piqûres, ils vont faire ceci, ils vont faire cela. Hein, et ça, c'est absolument indispensable. Ensuite, ils ont aussi un rôle préventif, parce que quand un type de régime est prescrit à quelqu'un, ils sont aussi là pour en assurer le bon déroulement. Puis après, il y a l'hôpital public, où ils ont un rôle que ce n'est pas la peine que je raconte ici. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On remplume le recrutement. Alors d'abord, il faut commencer par ça. On améliore les salaires. On est 28e sur 32 pour ce qui est de payer les infirmiers dans ce pays. Bon, c'est une honte. Voilà, tout simplement. Ça ne peut pas durer. Tout le monde a compris qu'on a besoin de l'hôpital. Tout le monde a compris qu'on a besoin des personnels soignants. C'est une révolution qui s'est faite. Parce que des tas de gens s'étaient fait à l'idée que parfois tout ça était un peu beaucoup de monde pour on ne savait pas très bien quoi. Voilà, maintenant tout le monde a compris. Donc il faut revaloriser les salaires, parce que si on revalorise les salaires, déjà les gens vont vivre mieux. Ça leur donnera le goût du métier. Et puis deuxièmement, ça va faire
revenir des gens qui sont partis. Il y en a 180 000 qui sont partis. Puis il faut en recruter d'autres. Donc il faut mettre en route à fond les ballons la formation des personnels soignants. Et peut-être que dans une période intermédiaire, il va falloir organiser les cours d'une autre manière pour qu'il puisse y avoir à la fois de la présence sur site et de la présence en enseignement général et de fond des disciplines que les infirmiers doivent maîtriser, de manière à ce qu'on ait une masse de gens qui se mettent au boulot pour soulager le travail de ceux qui s'y trouvent. Et alors, il y a les infirmiers, mais il y a tous les métiers qu'il y a autour dans un hôpital. Il faut bien voir ça, les gens. Il n'y a pas que les infirmiers et les toubibs. Il y a les aides-soignants, il y a le personnel qui s'occupe de l'électricité, du nettoyage, de tout ça. Ces gens-là, ils sont vitaux. Si vous avez un hôpital crado, c'est plus un hôpital. Si l'électricité ne marche pas, vous pouvez vous mordre les doigts le jour où vous faites soigner. Bref, vous comprenez tout ça. Donc, premièrement, améliorer les salaires. Deuxièmement, recruter ceux qui sont partis pour qu'ils reviennent, et puis ceux qu'on forme en valorisant tous ces métiers. Mais ça, si vous voulez, je terminerai un peu là-dessus, c'est aussi culturel. Si on est dans un pays où, quand vous allumez la télé, 60% des gens que vous voyez dans les séries, c'est des cadres, et des cadres sup, c'est pas des infirmiers, c'est pas des plombiers, c'est pas tous les métiers qui font la vie de tous les jours. Et ça, c'est dramatique après pour l'image que les gens s'en font. Donc je crois avoir abordé à peu près toutes les questions, mais sérieusement, le programme, il prévoit un niveau de recrutement. Au début, moi, je trouvais que ça faisait quand même beaucoup, mais j'ai vu que le président de la fédération, je ne sais pas quoi, de la santé, dit qu'il faut 120 000 embauches, pardon. Je ne sais pas ce qu'il y a dans ce foutu studio, j'ai le nez qui me pique, les yeux, les oreilles, tout. Qu'est-ce que vous avez mis là-dedans? Je ne sais pas. Il doit y avoir un peu de clim. Non, mais il doit y avoir de la clim, c'est ça possible, ouais. Vous ne pouvez pas arrêter ce machin avant que je meure? Je crois qu'elle a été arrêtée en réalité, mais qu'elle y était avant. Moi, je la sens pas là. Mais Toi, tu la sens pas? Non. Bon, c'est pas la clim, alors voilà. Mais est-ce que tu veux des petites questions rapides et pas très sérieuses? Enfin, quand même. Bon, d'accord. Je peux dire non, mais des trucs où je suis pas obligé de raconter l'histoire depuis longtemps. Non, mais il y a quand même quelque chose qui est intéressant, c'est que souvent, je dis... c'est trop bon de dire qu'il y a au moins une chose qui est intéressante. Non, mais je veux dire, souvent, quand on me pose des questions sur qu'est-ce qu'on essaye de faire sur les réseaux sociaux, je dis que ça permet de contourner le système médiatique et deux problèmes du système médiatique qui sont la contrainte temporelle et la contrainte thématique. C'est-à-dire, ils nous embêtent avec des questions qui ne sont pas les nôtres et il faut y répondre en plus dans un espace de 2 minutes chrono parce qu'ils ont 4 questions à poser dans un espace de 8 minutes. Là, on voit que sur une question qui portait au début sur les soignants, ça te permet de faire un tour qui va traiter les questions des causes des maladies, de la situation de l'hôpital public, de la situation des soignants et de répondre longuement. Mais je trouve du coup que ce genre d'exercice permet de traiter des questions en allant sur le fond et je pense que c'est intéressant de le souligner à ce moment-là de l'émission. Du coup, Clémence, il y a quelqu'un qui voulait met sortir. Aria 430, les clims, c'est vraiment insupportable. T'es soutenu. Tiens, t'as qu'à venir à ma place, tu vas voir si c'est agréable. On peut lancer un mouvement anti-clim. Il y a Paris-Brest 29 qui te demande si tu es fan d'Asimov et si tu as lu Fondation. Bon, il faut sortir le dimanche, évidemment que j'ai lu Fondation. La preuve, c'est que je l'ai dit 50 fois. Et en particulier que c'est dans Fondation que j'ai trouvé l'idée de l'hologramme. Harry Seldon, le personnage central, arrive en hologramme. Et il est enregistré, il arrive quand il y a des crises. Parce qu'il a tout prévu, il a tout calculé. Donc il apparaît, il dit « Formidable, vous allez régler la crise comme ci et comme ça ». Puis un coup, évidemment, il s'amène. Et ce qu'il raconte n'a rien à voir avec la situation. Donc c'est la fin de cette époque-là. Et alors, moi j'ai enregistré, figurez-vous, l'hologramme qu'on a fait à Lyon, puis ensuite quand on en a fait 6. Donc jusqu'à la fin des temps, vous pourrez me voir en 4D, en train de dire « Et maintenant, je suis à Dijon » et ainsi de suite. Bon, oui, j'ai lu Asimov. Je vous recommande une petite brochure qui s'appelle « À voter », qui est un tout petit bouquin, et ça raconte un truc qui est très contemporain. C'est le système des sondages arrive à repérer la personne qui, quand elle vote comme de toute façon, ça sera le résultat. Donc personne ne va voter à part cette personne. Et c'est un peu marrant parce que le gars, il panique un peu, et puis sa femme dit « Oh, c'est pas grave, il va se calmer, il va dormir, tout ça ». C'est assez marrant. Donc oui, j'ai lu Asimov. Moi, mon auteur favori de science-fiction, parce que c'est celui qui est le plus à cheval sur beaucoup de genres littéraires qui m'intéressent, c'est Philippe K. Dick. Bon, qui était quand même bien barge, mais qui a écrit des choses absolument admirables que moi j'aime beaucoup. Je vous recommande de lire ça, mais sinon j'en ai lu un petit millier. Et mais j'ai arrêté il y a maintenant 10 ans d'en lire à une telle cadence.
Mais ça nourrit beaucoup l'imaginaire. Autre question, il y a... Légère. Tu en as une autre légère? Tu veux une légère? Il y a Premier Rat qui te demande ton signe astrologique. Qu'est-ce que c'est le signe astrologique? Je pense que C'est- t'es Lion, non? C'est si t'es... Je suis né en août. Ouais, c'est ça. Le C'est 19 Lion. août, c'est quoi? Il me semble que Vierge. c'est Lion. Bah, ça dépend si t'es de la fin Vous du, avez fin du remarqué mois, comme c'est je Vierge. résiste à Fin du l'obscurantisme. mois, c'est Vierge chez moi. Je vois qu'en régie, ils sont en train de nous dire oui, c'est Lion. Donc tu es Lion. J'ai Quel- une copie. Bah écoute, tu me dis des questions légères. Ah oui, oui, non, Après, mais sinon, d'accord. en moins léger, mais en pas forcément très long, il y a Metaquack qui te demande si tu vas légaliser le cannabis. Yes. Alors, pourquoi on va légaliser le cannabis? C'est pas que j'en fume, personnellement, j'en fume pas. Mais on a tout essayé. D'accord? On a essayé la prohibition. Ça a donné rien du tout. Ça vous donne que 60% des opérations de contact d'un policier dans ce pays avec le public, c'est pour le fouiller, pour trouver du cannabis. Et c'est pas moi qui le dis, c'est l'association des policiers pour la légalisation du cannabis. Et si vous légalisez, bah, vous tuez le trafic. Et puis, vous pouvez commencer à faire des campagnes de sensibilisation qui expliquent aux gens pourquoi, bon, la fumette, il faut quand même qu'il y ait une limite, parce que c'est comme l'alcool, hein, léger, c'est bien, dès qu'on y va un peu trop fort, c'est plus bien du tout. Et le pays s'est débarrassé d'un alcoolisme, les gens n'ont pas idée aujourd'hui, dans votre génération, vous n'avez pas idée ce que c'était que le piccolo il y a 30 ans, ou qu'est-ce que je dis, il y a 30 ans, il y a 40 ans, hein. C'était affreux. Il y a encore 2 départements français où on vend plus d'alcool à partir du vendredi soir. Ça y allait, mais grave, hein, et ça démolissait bien le monde. Alors bon, voilà. Alors il y a des gens qui me disent, mais t'es fou, faut pas faire ça, c'est très destructeur. Mais je le sais que c'est destructeur, mais il faut bien faire quelque chose. Parce que continuer comme on est là, ça sert à rien. Ça mène nulle part, ça coûte un fric fou. En gens qui contrôlent les autres, qui de toute façon n'en font qu'à leur tête. Et puis au milieu de tout ça, les trafics de toutes sortes. Donc voilà, nous on pense qu'il faut le légaliser. Et puis ma foi, si notre système donne rien, ben, vous en changerez encore. Mais on a essayé la prohibition pendant 40 ans ou 50 ans, ben, on va essayer de lever la prohibition, essayer de contrôler la situation. Si ça vaut rien, ben, vous changerez la loi, puis vous élirez des candidats qui vous diront, scrogneux, il faut rétablir la prohibition. Voilà. Faut arrêter de tout transformer en débat fondamental, terrible. Alors, vous êtes pour la légalisation du cannabis, vous aussitôt vous saute dessus toute la bonne société, hein, qui, elle, fume les pétards joyeusement, mais tranquillement, pour ne rien dire de ceux qui sont à la coque, hein, et il y en a partout et dans tous les milieux. Et alors, ceux-là, ils viennent vous faire des leçons de morale, vous vous rendez pas compte. Puis moi, je connais quelqu'un, ce qui est vrai, hein. Une fois, il y a une dame qui m'a raconté comment son garçon s'est démoli à la fumette. Bon, je ne pouvais pas lui dire non, madame, ça n'existe pas, parce que c'est vrai. Mais bon, en attendant, il faut bien faire une loi qui s'applique partout et qui donne des résultats. On pourrait essayer ça. Tous ceux qui ont essayé s'en sont bien sortis, hein. Donc, on pourrait, nous aussi, Français, pour une fois, pas être les derniers à faire les choses un peu audacieuses. Alors, j'ai de nouveau des questions audio, si tu veux qu'on en prenne. Il est déjà quand même 22h20. Donc non, je mais sais c'est pas- ça, putain, je sais pas à quelle heure on s'arrête. c'est le Mais grand oral de c'est l'ENA le grand permanent. oral, c'est Alors, le grand Mélenchon, le cannabis, les soignants, l'agriculture bio, et oh. On va peut-être en prendre une dernière. Non, et, mais c'est tout, il n'y a que 2 questions légères, on peut même pas se marrer. Encore une question légère, je sais Bah pas. oui, j'aime Il n'y avait bien. pas une question sur le Il y a plein de gens qui cactus te demandent tes recommandations lecture. La Luciole qui te demande qu'est-ce que tu lis en ce moment et qu'est-ce que tu recommanderais aux gens. Non, moi je recommande rien du tout parce que j'ai des goûts complètement fantasques. J'ai une méthode, c'est que j'achète les livres sans aucune raison de les acheter. Alors il y en a que j'achète parce qu'il faut, je veux dire parce qu'on m'a dit Qu'il fallait oh, lire. lis ça, c'est formidable et tout ça. Mais sinon, c'est n'importe quoi. Dans le tas de ce qu'on m'envoie, je reçois beaucoup de livres parce que comme il s'est dit que je lisais, ben, y a plein de gens qui me font l'amitié de C'est m'envoyer vrai. leurs livres. C'est moi qui suis pas correct parce que au lieu de leur répondre et après de leur dire, comme je brûle d'envie de le faire, ce que je pense de leur bouquin, je le fais pas. Et puis sinon, bah, c'est ce qui me passe par la tête, ce que j'ai vu passer sur le feed de Facebook. Alors je dis à Lise Maillard qui travaille avec moi, je lui dis achète-moi ci, achète-moi là. Bon, elle m'achète et puis ça fait des piles et des tas. Alors ça va depuis un bouquin que j'ai lu sur l'origine commune des mythes, ça m'a beaucoup plu. Là, je suis en train de lire le livre d'Olivia El-Kaïm qui s'appelle pas le cordonnier, j'allais dire le gars qui fait des costumes. Bon. Le Le tailleur. tailleur, voilà, ouais. De Relizane. Relizane, c'est en Algérie. Et ça raconte cette période-là. Alors là, je suis à la page 200, j'ai pas fini. Et puis sinon, j'ai dévoré d'un coup
la semaine dernière, ça n'a pas duré la semaine, ça a duré juste une soirée, le bouquin de Claude Mazoric qui s'appelle « De la Révolution en France ». Moi, je suis un fan de Claude Mazoric. Je ne sais pas s'il y a des amis de Claude Mazoric là qui nous écoutent, alors je leur dis que Claude est en meilleure santé, il a eu un petit pet cet été. Claude a 90 ans, mais il a la voix claire et l'esprit clair. Par conséquent, il va continuer à nous irriguer de sa pensée. Je lui souhaite un très prompt rétablissement et encore beaucoup de bouquins, s'il te plaît, Claude, parce que je m'en lasse pas. Quoi d'autre? Alors, c'est pour l'instant, c'est ça que je lis. Hein. J'ai plein de questions. Des questions légères. mais Allez, sinon, vas-y, sinon, il y sur a des. des Bah, questions, j'ai quelques intervenants, j'ai quelques personnes qui souhaitent prendre la parole Ouais, en vas-y. audio. J'en prends un. Alors, on va prendre Rave. Je rêve. Vas-y. Si tu. Oui, c'est ça. Bonsoir. Tu nous écoutes? Je vous écoute depuis Nantes. Parce qu'il y a un Sénégalais, il y en a un qui a eu un super prix. Hein. Alors ça, évidemment, il faut le lire. Et puis, deuxièmement, il y a aussi Boris Boubacar Diop, qui a eu un truc qui est l'équivalent du Nobel de littérature, qui est le Grand Prix Neustadt international de littérature, et qui est aussi francophone. Hein. Donc, la littérature d'origine africaine francophone, c'est aujourd'hui, c'est la locomotive du parler français. Hein. Bon, je ne vous parle pas d'Abderrahmane Ouarebi, parce que lui, on va dire oui. Que tu avais rencontré aux amphis, je crois. Bah, parce que c'est un ami, alors on va dire tu plaides pour tes potes. Bah oui, je plaide pour mes potes. Oui, pardon. Alors vas-y, je vous ai interrompu. Vas-y, Rêve. Oui, j'ai failli vous parler de Bougar justement parce que je viens de la même région que lui et son dernier ouvrage, La plus secrète mémoire des hommes, est excellent et donc je recommande à tout le monde. Moi, ma question, c'est que je suis universitaire, donc j'enseigne depuis 10 ans à la fac de Nantes et je suis très sensible à la situation des étudiants qui ont traversé des moments très, très difficiles pendant toute la crise du Covid jusqu'à maintenant. Et donc, pour voir ce que vous prévoyez pour les étudiants, pour les mettre, non pas seulement pour répondre à la situation de crise, mais il y a un état de crise permanent dans la condition des étudiants. Il y a une précarisation qui est énorme. Moi, je le vois parmi mes étudiants. D'ailleurs, je leur demande la plupart du temps, est-ce que vous avez besoin d'arrangements? Parce qu'il y en a qui ont besoin de travailler. Ça, on le voit d'ailleurs. Ceux qui ont besoin de travailler pour continuer leurs études et ceux qui n'en ont pas besoin. Et des fois, on le voit dans les capacités d'être présents, dans la capacité de pouvoir poursuivre leurs études, etc. Et donc, j'aimerais bien que vous brossiez un peu sur cette question. Mais ma question principale reste la question de la recherche universitaire et de la formation universitaire de manière générale. Donc, deux questions subsidiaires ou corollaires. La première question, c'est le statut donc des chercheurs et des enseignants. Il y a une volonté d'externalisation qui existe dans plein d'autres administrations, mais là qui est extrêmement prévalente, qui est le recours à des contractuels et non pas à des enseignants qui sont titularisés, et ça se voit aussi dans leurs conditions. De la même manière, la dernière question, c'est lié à la sanctuarisation de la recherche elle-même. Je vous ai déjà entendu parler de la recherche, et notamment en sciences sociales, mais aussi de la recherche scientifique dure, comme ils disent entre guillemets, et qu'on a vu qu'il y a eu des volontés politiques d'instrumentalisation de la sphère universitaire, notamment des sciences sociales, pour servir des agendas politiques. Et donc, comment est-ce que l'on pourrait avoir une sanctuarisation de la recherche universitaire comme ont existé les franchises universitaires pour faire en sorte qu'une ministre de l'enseignement supérieur ne peut pas se lever un beau jour et faire une injonction à la CNRS, alors que ce n'était même pas son travail, de faire un décompte de ce qu'il y aurait d'islamo-gauchistes dans la recherche publique. Donc, j'aimerais savoir, donc, juste pour récapituler, qu'est-ce que vous entendez mettre en place pour répondre non seulement à la crise conjoncturelle du Covid que vivent les étudiants, la crise structurelle de la précarisation des étudiants de manière générale, la question de la recherche publique en termes de moyens et de titularisation des enseignants, et puis de notre côté, la sanctuarisation de la recherche en plus de son financement. Merci beaucoup pour cette là, question. vous touchez du doigt à peu près toutes les questions qui concernent le fonctionnement de l'enseignement supérieur, qui a été profondément dévasté. Moi, j'estime que ça a été fait d'une manière volontaire, parce que la logique est toujours la même, détruire le service public pour valoriser les enseignements privés et la compétition entre les établissements. Il faut que tout le monde comprenne bien ça. Quand ils ont décidé de faire du savoir un marché,
la plupart des gens à l'ancienne ne comprenaient même pas comment le savoir pouvait devenir un marché. Le savoir devient un marché à partir du moment où l'acquisition d'un diplôme devient un marché. Et pour que ça devienne un marché, il faut mettre des établissements en compétition les uns avec les autres. Donc ça fait des années qu'ils ont commencé le classement des lycées, le classement des écoles, le classement des collèges, le classement des universités. Et tout ça avec un grand baratin prétentieux qui s'appelle le classement de Shanghai. Il y a 3 énergumènes en Chine qui ont théorisé, mais pour eux, Chinois, dans une phase bien particulière de transition des méthodes d'enseignement en Chine, qui n'a strictement rien à voir avec nous, des normes de classement. Et à partir de là, c'est devenu les normes internationales. Et évidemment, les Français, ça ne collait pas. Parce que, nous avons l'université qui fait de la recherche, nous avons des centres de recherche comme le CNRS, et aussi des centres de recherche, etc., etc. Donc ça ne collait pas. Et tous les libéraux sont venus en larmes à toutes les tribunes, dire « Regardez, nous sommes les derniers, nous ne valons rien ». Comme chacun le sait, les Français ne sont pas capables de fabriquer des allumettes. En tout cas, ce qui est prouvé il n'y a pas longtemps, c'est qu'ils ne savaient pas faire des masques. Mais en attendant, ils présentaient la recherche et l'enseignement français comme une sorte de ruine misérabiliste, ce que c'est naturellement pas le cas. Mais en profitant de cette campagne, progressivement, les pouvoirs publics néolibéraux et libéraux, socialistes et de droite, ont pris des mesures qui allaient toutes dans le même sens. Alors, ça va depuis Erasmus, qui n'est plus une bourse, mais qui est un prêt. Donc, vous empruntez pour être étudiant, et donc vous allez dans les bonnes écoles qui sont bien classées pour rentabiliser votre investissement. Vous avez compris la logique, d'accord ? Et puis après, les établissements ont été autonomisés. Alors ça a été des guerres sans fin, puis pour finir, ça s'est fait. Et puis une fois qu'ils ont été autonomisés, on les a rendus responsables de leur budget, propriétaires de leur bâtiment. Comme c'est bien, c'est l'autonomie des universités. Un piège à dupes incroyable. Et pour que ça marche, comment on fait ? On achète les gens, moralement, je parle. Donc, on a désigné maintenant des présidents d'université qui sont comme des chefs d'entreprise, puisque pendant quelque chose comme 30 ans, le mot « comme une entreprise » est la formule magique qui permettait de gérer tout et n'importe quoi. Comme les entreprises, les grandes ont été magnifiquement gérées, comme chacun le sait, on n'a qu'à voir. Et qu'est-ce que ça a donné à l'université ? La même chose, la catastrophe. Mais pas que la catastrophe. Et ça a donné, vous voyez, je commence à répondre à la dernière, avant de la première des questions. J'ai compris ce que vous vouliez dire avec la sanctuarisation. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la recherche ? Et dans la recherche fondamentale en particulier. C'est le système de l'appel à projet. Alors, vous avez des chercheurs qui sont des super cerveaux qui sont capables de vous expliquer comment les galaxies se transforment en trous noirs, qui eux-mêmes se transforment en je sais pas quoi, et blablabla. Et tout ça, des choses de science très avancées. Et ils passent le tiers de leur temps à remplir des paplards pour répondre aux appels à projets. Alors, ils doivent dire combien de monde ils ont besoin, blablabla. Et quand ils ont fini, après, il faut faire des comptes rendus pour expliquer comment ils ont bien utilisé l'argent, etc. C'est-à-dire qu'ils font tout à fait autre chose que ce pourquoi on les a formés pendant des années et des années. Donc, il y en a ras-le-bol de la logique d'appel à projet. Il y en a par-dessus la tête des contrôles tatillons. Il faut leur foutre la paix et que les chercheurs cherchent au lieu de remplir des papiers. Ça, c'est, moi, je le dis dans mon langage cru. La sanctuarisation, c'est la possibilité d'avoir des recherches de longue durée, de longue portée, qui permettent aux gens de travailler tranquillement et d'avoir la garantie de leur propre salaire, de leur propre existence sociale et intellectuelle. Donc, le système des enseignants-chercheurs, à mes yeux, est un bon système, parce qu'il permet la circulation entre la recherche et l'enseignement. Et pour que ça fonctionne, il faut d'abord, je l'ai dit, sécuriser la situation. Alors, comment fait-on ? Tous les contractuels deviennent titulaires. Alors, on peut mettre des normes, si vous voulez, parce qu'il y a le statut de la fonction publique qui arrive là au milieu. Et on ne va pas bousiller le statut de la fonction publique ou ce qu'il en reste. On devrait d'ailleurs le rediscuter. Mais regardez bien les gens. Si on décide que quelqu'un, mettons, au bout de 3 embauches, ça va, 3 embauches, on a embauché 3 fois, ou 2 fois, ou 1 fois, j'en sais rien, dès la 2e embauche, qu'il a été pris comme contractuel, si on l'a trouvé assez bon pour faire le boulot, expliquez-moi pourquoi vous ne voulez pas le titulariser. C'est quoi le problème ? Donc, comment on fait ? Dans ce cas-là, on fait ce qu'on appelle un examen professionnel. Donc, on ne sabote pas le statut de la fonction publique, on permet aux gens d'entrer dans la fonction publique sans transiter par un concours, encore qu'aujourd'hui, dans certains domaines, il y a assez de place, mais pas dans la recherche fondamentale où les gens se traînent pendant des années avec des statuts précaires. Donc, on titularise les gens, on les laisse respirer et on les intègre socialement complètement. Deuxièmement, on arrête de leur casser les pieds avec la paperasserie.
Parce que le régime libéral, qui est soi-disant la souplesse, l'agilité, la flexibilité, passe son temps à faire des papiers à tout le monde pendant des heures et des heures. Pas seulement dans la recherche, mais pareil pour les architectes, pareil pour tous les métiers où vous avez appel à projet, contrôle de productivité, et ça dure, et ça dure, et ça dure. Donc, on sanctuarise les contenus et on sanctuarise le contenant, c'est-à-dire les gens qui sont au travail. Alors, ça m'amène au problème aussi du recrutement, parce que les chers présidents d'université, investis de tous les suprêmes pouvoirs qui sont ceux d'un président d'université, ont obtenu, parmi le reste, le pouvoir de fixer les rémunérations. Alors moi, je suis extrêmement hostile à cette idée, d'accord ? Et puis, je suis encore plus hostile à l'idée que quand vous êtes dans une discipline, allez, on va dire des choses simples, par exemple, l'enseignement et la recherche, bon, je sais pas moi... on va dire en histoire. Hein. Bon, alors, les gens qui sont dans la discipline, il y a un conseil disciplinaire qui dit, bah tiens, on a besoin de quelqu'un, on a examiné, on propose machin, truc bidule. Je vous dis pas que c'est super juste. Hein. Ils ont surtout tendance à se recruter entre eux et de la même école, on le sait. Hein. Mais ce qui n'est pas du tout acceptable, c'est qu'ils font une liste et ensuite c'est le président qui décide. Alors, bon, le président, du jour où il est élu président de l'université, il est touché par la grâce, et donc il change de nature, c'est plus un être humain comme les autres. Donc, d'accord, sa spécialité à lui, c'est les mathématiques appliquées, mais il reçoit le pouvoir de choisir un historien, et il reçoit le pouvoir de choisir un chimiste, etc. Donc, moi, je suis contre ça, et contre ces pouvoirs exorbitants donnés au président. L'université n'est pas une entreprise. Ce qu'on demande à un président d'université, c'est de diriger un collectif de gens savants, et de comprendre l'intelligence des savants pour les faire tous bosser ensemble, ce qui n'est pas de plus simple, parce que les savants ont beau être des savants, ils ont de fichus caractères, ils ne sont pas toujours très agréables, et leurs compétitions entre eux ne sont pas toujours très aimables. Moi, j'en ai observé quelques-unes de près. Je peux vous dire que, franchement, la politique, c'est presque un paradis humaniste à côté de certaines batailles de labo pour obtenir les subventions. Alors, après, on termine la chaîne, c'est évidemment les étudiants, j'en ai parlé tout à l'heure, je ne recommence pas, eux aussi doivent être sécurisés, c'est pourquoi on proposait une allocation d'autonomie pour tous. Alors je sais que ça choque, tous ceux qui dépendent de leurs parents, qui ne dépendent pas de leurs parents, pardon. Ceux qui dépendent de leurs parents, bah, ils n'y sont pas. Alors je sais qu'il y a des gens qui disent « Ah, ça fait quand même beaucoup ». Bah ouais, ça fait beaucoup, mais c'est le prix pour avoir des gens très intelligents et très capables, pas très intelligents, disons très sachants et très qualifiés. Plus le pays sera qualifié, plus on y gagne. Par conséquent, ça coûte ce que ça coûte. Mais de toute façon, je vous l'ai dit tout à l'heure, mon procédé, il est un peu malin. Parce que comme je donne, c'est prévu, le programme prévoit 1063 €, vous avez bien compris que les gens, ils dépensent tout d'un coup. Alors écoutez bien les gens, si vous dépensez tout d'un coup, en un mois, hein, bon, et ben, tout ce que vous achetez, il y a de la TVA dessus. Le taux moyen de la TVA, c'est 18%. Donc vous êtes plus heureux parce que vous dépensez, et puis l'État, il est content parce qu'il prend 18% qu'il vous a déjà donné. Donc c'est ça, vous savez, l'économie, c'est vachement simple à comprendre. C'est comme un circuit de chauffage central. Il y a une quantité qui circule, puis de temps à autre, elle sert à quelque chose, un coup à faire du chauffage, le coup d'après à revenir, et ainsi de suite. C'est simplissime. Voilà ce que j'ai à dire, moi, sur l'université. Mais vous avez compris que pour moi, l'université, c'est le nec plus ultra de l'éducation. Voilà. Et l'éducation, c'est la fonction centrale à laquelle chaque génération doit se consacrer. Parce que depuis que les êtres humains sont des êtres humains, ils passent leur temps à apprendre aux petits les bêtises qu'il ne faut pas faire et les choses intelligentes qu'il faut faire. Et maintenant, on continue dans cette tradition, on apprend ce qu'il faut faire, ce qu'on doit penser et comment on peut évoluer. Tiens, il y a Kassem 2719 qui dit « Je veux être votre Premier ministre ». Bon, prenez la file, on va voir parce qu'il y a pas mal de gens qui sont candidats. Écoute, je pense que là, vu l'heure qu'il est, et vu que ce matin, tu as commencé quand même assez tôt, parce que tu as fait RTL ce matin. Ouais, parce que j'ai fait RTL ce matin, et il fallait monter sur la moto-taxi à 6h45. Ouais. Pour avoir la tête un peu déliée, il faut avoir le temps de se réveiller. Donc je me suis levé à 5h15, et bon, moi, je ne fais pas de chichi. Hein. Je suis un gars qui se couche très tard, tous les jours. Mais 5 heures, non, pour moi, c'est pas ça. D'accord. Donc, ça commence à taper parce que j'y suis depuis ce matin. C'est ce que j'allais dire. Je pense que. Qu'est-ce qu'il y a des gens qui commencent à protester? Il y a de moins en moins de monde qui regarde, c'est ça? Ah, qu'est-ce qu'il y a longuement? Non, pas du tout. Je pense que là, effectivement, il va être. Il est marqué mort de rire, Mélenchon en scooter. Et mon gars, je suis pas en scooter, je suis sur une moto, figurez-vous. D'accord, avec un casque et tout. Scooter, je t'en fournirai, moi. À quoi pensez-vous en vous rasant le matin? À rien, j'essaye de ne pas me trancher la figure. Voilà. Qu'est-ce qu'ils me disent encore?
Il y a plein de questions. Là, Il y a, ça passe il y a à plein énormément de de questions, questions. hein, Donc, auxquelles on n'a si pas tu veux, répondu, hein. en fait, si tu veux en prendre encore quelques-unes, on peut. Moi, je pense que Non, là, il ça- peut être l'heure honnêtement, je de commence se moi calmer. aussi à trouver que ça Bah, me pèse. écoute, M'en veuillez pas, honnête- hein, les gens. D'habitude, je peux tenir 3 ou 4 heures sans problème. Franchement, Je ferai donc de mes cordes C'est vocales et déjà de pas ma mal. langue à la franchement, science. Mais... je vais prendre ta défense parce que du coup, moi aussi, j'ai commencé assez tôt ce matin et j'ai bien envie Ah. d'aller manger quelque T'étais chose. pas en Mais Genre, quel scooter, petit toi. reflant, cet Tout Antoine. à fait. Mais du coup, bah, écoutez, on va vous remercier pour votre participation à Qu'est-ce tout- que ça a donné, à cette tout et à histoire Il y avait, de Twitter? Il y a- Parce que ça, c'est nouveau. C'est Ouais. la première fois qu'on fait un truc il y avait, comme ça. il y avait en gros 4000 personnes qui nous suivaient sur les deux réseaux sociaux confondus. On était autour de 3000 sur Twitch et un peu plus de 1000 sur Twitter. Et Twitch, ça tourne aux intellos, hein, cette affaire. C'est des ce qui est Parce qu'ils intéressant, sont ouais, c'est vraiment- que ils c'est des s'impliquent questions qui beaucoup à sont, Twitch, hein. qui Non, sont parce qu'on dit oui, c'est les gens qui font des jeux vidéo. Oui, mais c'est pas que. Et aussi ceux qui font des jeux Bien vidéo, sûr. ils s'intéressent aussi à d'autres trucs. bien sûr. Et alors, qu'est-ce que ça a donné la sphère tweet? Et ben il y a 1000 là à cette heure encore là, il y a 1000 personnes qui sont, enfin plus de 1000 personnes qui sont Qui sur écoutent Twitter. ça? Et c'était les gens que tu entendais en retour audio là, les gens qu'on a pris en gros par téléphone entre guillemets, c'était eux qui étaient dans le space Twitter. Après, je vais te dire les choses honnêtement, je trouve qu'il y a eu je pense qu'il y a eu des trucs qui marchent pas encore très bien sur le space Twitter parce que c'est assez nouveau, ils sont en train d'améliorer leur outil et je pense qu'il y avait plus de gens que ça qui voulaient prendre la parole parce qu'on m'envoyait des messages en me disant moi j'essaie de prendre la parole et moi je les voyais pas dans le space Twitter, donc on a pris les gens qu'on voyait. D'ailleurs, je m'excuse auprès des gens qui voulaient prendre la parole et qui n'apparaissaient pas sur mon écran. C'est pas de notre faute. C'est Twitter qui est en train de développer cet outil et qui a, je pense, encore un peu de travail à faire. Mais bon, ça nous a permis quand même d'en prendre, je sais plus combien, 4 ou 5 quand même. Non, mais on va Donc, dire aux gens, c'est aussi tactique de notre part. Nous nous méfions à mort de ce que le pouvoir peut faire contre nous. Il y a trop de pays où on nous a, au dernier moment, coupé les boucles, WhatsApp, etc. On redoute d'être coupé de Facebook et de la plupart des outils dans lesquels on est. Donc on multiplie les outils. Et chaque fois qu'il y a un outil nouveau, on essaye. De simplifier. Bon, parce qu'il y a des gens qui ici sont des vigies, connaissent bien tout ça. Et vous voyez bien que là, c'est la magie à l'état pur. Parce que comme il y a 2 millions de personnes qui sont mes followers, mes abonnés, hein, sur Twitch, Sur Twitch, ouais. bon, donc ces gens-là, ils reçoivent une information d'après laquelle à telle heure on peut me parler. Vous voyez que c'est l'échelle d'un média de masse. À quoi vous ajoutez 511 000 sur TikTok, et puis vous ajoutez 560 000, c'est ça, Antoine? Non, on va toucher les 600 000 sur YouTube. Là, tu es à 580. Quand tu crois qu'on va y arriver sur Je YouTube? pense dans les semaines qui viennent, parce Tu avais que prévu janvier au départ. bah, j'avais prévu même Ça a un peu été un plus peu tard, plus vite, mais je pense que dans les semaines qui viennent, soit la semaine prochaine, soit la semaine d'encore après, il nous en manque 4000. Et on avait prévu de faire la vidéo des 500 000 abonnés qu'on n'a toujours pas eu le temps de faire. On va faire une vidéo des 600 000 abonnés en réalité, Les parce 600 que 000, on va la faire pour cette mais occasion-là. YouTube, ils m'ont donné un beau truc, un prix quand j'ai eu 100 000. Tout à fait. Et maintenant que j'ai 600 000, je devrais en avoir 6, Eh mais ils ben, ne me l'ont pas donné. Tu vas avoir, normalement, si jamais on Non. continue bien le travail et qu'on arrive au million d'abonnés, tu auras un autre prix, un bouton d'or. Bon, on fera une soirée. Donc il va falloir mais là, qu'on- les gens, il faut vous rendre compte que c'est magique tout ça. Hein. C'est clair. Et ça montre à quel point aussi on vit une époque formidable. C'est pas juste la peine de pleurnicher tout le temps et de se gémir et de se tirer les cheveux. C'est clair. Parce que c'est vrai qu'on a toutes sortes d'ennuis, mais il n'y a jamais eu aucune génération qui n'a pas eu d'ennuis. Par contre, des beaux outils qui permettent d'échanger, de parler, de regarder là avec une installation, certes importante, mais c'est facile quoi à Ouais. monter. Ça, moi, je trouve ça génial. Bon, allez, maintenant, ça suffit. Assez Ouais. parlé. Merci pour Retournez les avoir une activité encouragements. normale. Qui c'est qui me met la clémiche? Dit la clémiche, c'est pas toi? Une soupe et au lit. On t'appelle Clément. c'est Non, on pas va toi? manger maintenant, effectivement. La clémiche. Pensez bien, avant de nous quitter, à follow la chaîne de Jean-Luc, à aller sur mélenchon2022.fr pour soutenir la candidature de Jean-Luc et apporter votre parrainage. Et on vous retrouvera prochainement pour de nouvelles aventures. Merci à toutes et à Une tisane tous. et au lit, me marque. Bonne nuit, une soupe et au lit, c'est incroyable. Ce qu'on va me faire, Merci. Merci. Les fraises. Yes. Ah bah il y a des fans. Bonne Merci soirée, beaucoup, à la merci d'avoir régie, suivi tout ça. cette émission et à très bientôt.